Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver mon compère pour les voilà, toujours très intenses, très profondes. Luc Baudin, bonsoir. Et ben, écoute, je suis de nouveau ravi de t'avoir ici pour un sujet qui nous concerne tous, qui est de reprendre le pouvoir sur notre guérison, notre santé, notre corps, notre psychisme. Voilà, je suis en tout cas ravi de traiter ce sujet avec toi. Déjà, comment vas-tu en ce début de changement de saison d'automne et Ouais, comment ça se passe? écoute, il paraît que c'est un beau temps à Champignon, parce qu'il a pas mal plu là où je suis, et il y a des belles petites éclaircies, mais sincèrement, j'ai pas le temps d'y aller. Puis en plus, j'y connais rien en champignons. C'est J'ai ça, pas envie de c'est manger toujours des le amanites phalloïdes. c'est ça, ou des psilocybines. Hem, même tu sais que même maintenant, même les pharmaciens se trompent, hein, on n'est plus à l'abri d'avoir, avant tu emmenais des champignons chez le pharmacien, mais il y a même eu des empoisonnements, suite à ça, donc ouais, c'est toujours un peu galère. Écoute, en tout cas, je suis ravi, de pouvoir échanger avec toi. Alors on va d'abord un petit peu, parler de toi, si tu es OK. Et d'ailleurs, dans le début de ton livre, alors que je vais montrer, qui s'appelle «Développer votre pouvoir guérisseur», donc aux éditions Trait Daniel, il vient de sortir et j'ai été déjà très, très heureux de le découvrir. Et quand je l'ai reçu, je me souviens t'avoir écrit en te disant, mais pour moi, c'est une masterpiece, comme on dit, vraiment un livre essentiel parce que déjà, je pense que peu de gens le savent, mais tu prends des risques, en fait, quelque part, à traiter ces sujets, parce que c'est des sujets qui, on va pas se mentir, sont polémiques, sont politiques même. La santé est devenue quelque chose ouais, de politique, en fait. C'est très surprenant, mais c'est comme ça. Et, euh, et voilà, donc déjà, je voulais te féliciter pour le courage que tu as de traiter ces sujets. Et déjà, c'est quelque chose. Et aussi, voilà, de tout ce travail, entre guillemets, de débroussaillage que tu as fait, parce que vraiment, tu nous as fait vraiment un livre ouais, qui est exhaustif, quoi, tu vois. Vraiment, je pense que pour le coup, on peut mettre le mot exhaustif sur toutes les différentes approches de la santé, de tous les facteurs qui contribuent à la guérison, mais aussi à la détection des facteurs qui génèrent les maladies. Et du coup, je trouve ça vraiment fantastique. Ma première question, c'est, toi, tu as dit une phrase dans ton livre que j'ai trouvé absolument géniale. Euh, j'ai passé mon diplôme de doctorat, je suis docteur, mais je n'ai plus le droit de m'appeler comme cela parce que j'ai décidé de partir de l'ordre des médecins. Et c'est vrai que je trouve ça choquant parce que finalement, un doctorat est lié à un diplôme et pas à un organisme. Et je tiens à dire voilà, que je partage ton indignation par rapport à ça, parce que finalement, moi j'ai des gens dans ma famille qui sont docteurs en sciences, docteurs en littérature, docteurs en parapsychologie ou quoi, et qui finalement gardent leur doctorat, quel que soit l'organisme extérieur qui distribue tout ça. Et alors, sans bien sûr faire censurer la vidéo, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport justement à la médecine, à l'ordre des médecins, à tout ça, qui a été quand même un sujet, j'imagine, très compliqué et délicat dans ta vie, avec, j'imagine, tout ce que ça implique. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu peux nous dire sur ça? Oui, tu sais, je vis toujours très bien ce que je fais. Donc, j'ai arrêté la médecine au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 25 ans, parce qu'elle ne me correspondait plus. C'était plus la médecine telle que je la voyais. C'était une médecine qui était de plus en plus technocratique, technologique, technique aussi, avec les ordinateurs, on travaillait plus sur les prises de sang et les radios que sur les personnes. Donc, à tort ou à raison, c'est pas une critique, hein, c'est simplement que c'était plus ça me correspondait plus. Donc j'ai arrêté et puis donc
j'ai suivi ma route, c'est là que des opportunités se sont ouvertes et qui m'ont permis d'évoluer aussi, travailler dans des journaux de médecine naturelle, de commencer à écrire des livres, de commencer à faire quelques conférences, etc. Et là, j'ai commencé d'ailleurs à écrire mes premiers livres sur certaines pathologies comme le cancer, comme l'Alzheimer, la fibromyalgie, toutes les maladies difficiles et que la médecine conventionnelle peine souvent à... Et ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que moi, j'utilise jamais le terme de médecine alternative, je parle toujours de médecine naturelle et complémentaire, parce que la médecine conventionnelle, pour moi, est incontournable, et parce que c'est elle qui a fait ses preuves, et c'est le gros problème des médecines naturelles, c'est de manquer d'études d'envergure, parce que la médecine conventionnelle, grâce au lobby pharmaceutique, on est bien d'accord, mais ça n'empêche qu'elle est capable de présenter des études de plusieurs milliers de cas, tandis qu'en médecine naturelle, s'il y a des études, ce sera sur quelques dizaines, voire une centaine de personnes. Donc, c'est pas comparable, malheureusement, et pour le moment, on ne peut pas présenter des alternatives, on ne peut présenter... Donc, j'ai montré comment les médecines naturelles pouvaient véritablement aider la médecine conventionnelle et surtout aider le patient. C'était pas la médecine conventionnelle, c'était surtout aider le patient par rapport à ça. Et puis au bout d'un certain nombre de temps, je payais des cotisations encore à l'ordre des médecins et puis un beau jour, j'ai changé de département, donc ils voulaient m'interroger un petit peu sur mes activités, choses comme ça. Et puis moi je me suis dit non. Non, d'abord, j'ai rien. Alors, j'ai pas de. Compte à leur rendre. J'ai plus de compte à leur rendre, je suis plus médecin, etc. Et puis en plus, ils travaillent surtout contre, ils s'opposent beaucoup à la médecine naturelle. Moi, j'ai vu ça avec l'homéopathie, par exemple. J'ai trouvé ça Oui. lamentable, honteux, scandaleux, comment ils ont pu traiter l'homéopathie. Oui. Et donc, je me suis dit, je ne cotise plus à l'ordre des médecins. Donc, je demande ma désinscription. Dès qu'on parle de désinscription dans l'ordre des médecins, on parle C'est radiation. On est radié, voilà. Mais bon, qu'on soit radié volontairement ou radié par le Conseil de l'ordre, on est toujours radié. Donc, tout ça, ça m'apporte peu. Le fait est que la loi française fait que, comme je ne suis plus à l'ordre des médecins, je n'ai plus le droit de porter le titre de docteur. Et c'est pour ça que je dis toujours que je suis un ancien médecin, parce que je ne suis plus un médecin, etc. Alors ça, c'est vrai pour les médecins et c'est vrai pour les pharmaciens, je crois aussi d'ailleurs. La loi est ainsi faite, on n'est plus à l'ordre, on ne peut plus s'appeler docteur, alors que le doctorat m'a été donné à la suite de mon diplôme à la faculté. Mais c'est la loi. Puis moi, quelque part... je m'en fiche. Vraiment, aujourd'hui, tel que j'en suis, ça ne me dérange pas. Tu vois, Luc Baudin qui est marqué dedans et qui est plus marqué docteur Luc Baudin, c'est quelque chose qui me... Je suis toujours, comme on dit, la petite phrase médecin un jour, médecin toujours. C'est vrai que je suis toujours dans cet esprit-là, mais depuis m'appeler docteur, d'abord, ça fait encore il y a quelque chose qui... Hiérarchie, ouais. Voilà, bon, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai des connaissances en médecine, d'autres ont des connaissances en ingénierie, en coiffure, en menuiserie que je n'ai pas, et donc c'est bien, on s'échange nos connaissances et c'est parfait comme ça. Donc voilà la petite histoire. Et ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas la sensation de prendre un risque en écrivant des livres. J'ai toujours écrit en fonction de ma pensée, j'ai suivi ma route et j'ai jamais, dans le livre que j'écris, là, je n'ai jamais critiqué de près ou de loin la médecine conventionnelle. J'ai parlé de ses limites, quelque part de ses erreurs, de ces choses comme ça, qu'elles le savent, que tout le monde sait, que les médecins le savent bien aussi. Mais voilà, c'est pour montrer que là où il y a des lacunes en médecine conventionnelle, et c'est là d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été chercher les médecines naturelles, et les médecines naturelles peuvent peut-être combler ces lacunes. Et c'est là. Et donc c'est pour ça que pour moi, je n'ai pas vraiment l'impression ce que je donne, c'est ce que j'ai voulu, c'est donner aux
aux Oui, personnes malades surtout, ou aux personnes importantes pour le rester, bien sûr, des outils qui permettraient en complément parce que quand la médecine conventionnelle parle d'une bonne alimentation, de la pollution, etc., de supprimer les addictions, tout ça, elle a 100% raison. Mais on peut faire mieux, on peut faire plus, on peut aller plus loin. Et c'est ce que oui. j'ai voulu expliquer dans ce livre. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi que, en effet, tu prends pas vraiment de risque à parler de ça. Mais malgré tout, on vit dans une époque où c'est les GAFAM qui décident un peu de tout et qui sont en lien avec certains lobbying. Et en fait, on peut sans attaquer qui que ce soit, déranger des gens et tout en étant sans faire enfin, voilà, d'attaque ciblée. Et j'ai beaucoup aimé quand tu parles en fait du fait que, et ça je partage totalement ton avis, la médecine à un moment va être fortement accompagnée, voire remplacée par des robots et des intelligences artificielles. Et ça paraît complètement logique vu le nombre d'erreurs de diagnostic qu'il y a, du fait que finalement une personne physique n'a peut-être pas accès à autant de data qu'une machine, ou enfin, peut-être qu'on pourrait, mais en tout cas, je pressens comme toi que c'est qu'une question d'années avant que l'intelligence artificielle fasse des diagnostics, que la robotique fasse des opérations plus que même les plus délicates, des opérations même dites bénignes. Et je sens vraiment ça. Comment toi, tu sens l'avenir de la médecine traditionnelle? Ouais, de toute façon, c'est déjà là. Tout ça, c'est déjà là. Il y a déjà beaucoup de robots, il y a beaucoup d'interventions, par exemple sur la prostate. Il y a même eu, il y a quelques mois, une intervention sur le cerveau qui a été faite par un robot, accompagné par un chirurgien à côté, bien sûr, mais qui a enlevé je crois que c'était une tumeur, je ne sais pas si c'était un cancer ou pas, qui était inopérable par un chirurgien humain parce Mhm. que c'était trop près d'une artère et il y avait trop de risques par rapport à ça. L'IA, on a montré qu'elle était meilleure dans le diagnostic, par exemple, des cancers sur les mammographies. Elle était meilleure pour diagnostiquer un cancer de peau, etc. Donc, pour le moment, un, Statu un, quo, ouais. c'est un Ouais. statu quo, mais le problème, c'est comme la médecine est devenue très technique. On examine à peine le patient et on va regarder les analyses, on va regarder les radios, on va regarder les échographies qui sont très intéressantes. Je suis le dernier à dire le contraire, mais moi j'aime bien, je disais souvent à mes patients, je ne soigne pas une radio, je soigne un patient. Parce que je me Oui, rappelle ça, une personne qui avait une radio avec un genou très arthrosique et puis il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je lui dis, oui, en effet, il y a des choses. Il me dit, il y a de l'arthrose, rien à faire. Oui, oui, il n'y a rien à faire peut-être pour enlever l'arthrose. Mais ce n'est pas l'arthrose le problème. C'est l'arthrose provoque une douleur, une limitation de mouvement, une inflammation. Et là, on peut peut-être travailler dessus. L'arthrose, elle oui, sera toujours pareille à la radio, mais ce qui est le oui, plus important, c'est si la personne ne souffre pas, a moins d'inflammation, retrouve une certaine mobilité, c'est là l'essentiel. Donc, il oui, faut. Et donc, c'est comme il travaille beaucoup avec justement ces examens complémentaires, bah, je dirais que la médecine, malheureusement, l'IA pourrait le faire pareil qu'eux. Et en plus, on en tire aujourd'hui, c'est difficile même pour mes collègues médecins, et parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a diminué le nombre de médicaments qui étaient, je dirais, intéressants et efficaces. Et quand une personne vient pour une grippe, il va ressortir avec peut-être un arrêt de travail, mais un Doliprane. Donc, oui. Doliprane, on n'a pas besoin d'aller voir, pardon, un paracétamol, parce que je ne veux pas donner de latte. Avec un paracétamol. Et bon, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que s'ils n'ont pas d'autres outils que la médecine conventionnelle, des plantes, des oligo-éléments, de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, etc., c'est vrai qu'ils sont démunis devant un certain nombre de pathologies. Et mine de rien, il y a beaucoup de médecins qui pratiques qui prescrivent un petit peu ces remèdes-là sans être officiellement reconnus comme étant aromatothérapeutes, etc., ce qu'ils n'oseront jamais parce que l'ordre des médecins ne les reconnaît pas. Donc Oui. aujourd'hui, on développe une médecine technique qui est remarquable aussi parce que
on commence à revoir des personnes qui sont capables de revoir des lumières, commencer à faire remarcher les tétraplégiques, à créer des organes artificiels on parle de greffes pour le moment. Bon, on fait des greffes avec qui sont tirés de porcs transgéniques, qui ont mélangé des gènes humains. Moi, ça me fait très peur. Et en plus, il y a toujours la mémoire du greffon, etc. Mais bon, si ça peut sauver des vies, c'est toujours ça. Mais les organes, on trouve avec de plus en plus des organes complètement mécanisés, je dirais, quelque part. Des cœurs, des choses comme ça qui sont en cours de route. On commence à avoir des bras articulés, commandés par la pensée, etc. Donc ça, on arrive au transhumanisme. Oui. On arrive au transhumanisme parce que pour le moment, on fait ça sur des blessés pour les bras, etc. Oui. Mais si les bras deviennent vraiment très puissants, s'ils ont une force, etc., peut-être qu'il y a des gens bien portants qui se font couper un bras pour avoir un bras bionique, pour être augmenté. On retrouve ça aussi avec plein de... C'est le transhumanisme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça aussi ? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et quand j'étais jeune, on nous disait qu'on ne pouvait pas cloner au-delà du cheval ou de certains... Est-ce que tu penses qu'on arrive maintenant à cloner des humains ? C'est pas officiel, mais c'est fait dans certains pays. C'est fait dans certains pays. La brebis Dolly, elle est partie dans le royaume de la préhistoire. Pour moi, c'est une évidence que ça a été effectué ou que c'est effectué, j'en sais rien. C'est pas officiel tout ça, on est bien d'accord, mais c'est sûr. Parce que là, qu'est-ce qu'on recherche ? On est en train, tiens-toi bien, ils ont fait même des recherches sur la greffe de tête. Donc, il y a quelques années, ça avait été envoyé comme une boutade par un neurochirurgien dans un congrès de neurochirurgie. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'études sérieuses de greffe de tête. Parce que qu'est-ce qu'on a cherché ? D'abord, à améliorer, à vivre en bonne santé. Voilà. Après ça, c'était vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Puis après ça, on s'est dit, oui, bon, c'est bien à vivre en bonne santé, mais si au lieu de rajouter des années de vieillesse, on rajoutait des années de jeunesse, ce serait mieux. Et donc, on est en train de travailler sur les rajeunissements. Et là, on a aussi des pistes. Oui, c'est ça. Il y a une quête d'immortalité derrière tout ça. Mais moi, ça m'intrigue beaucoup, cette greffe de tête. Parce que tu te dis, finalement, si on greffe une tête sur un corps, du coup, ça voudrait presque dire que l'être, il est la tête. Donc, ça voudrait dire que toute la spiritualité qui consiste à dire que l'âme ou machin, c'est dans le cœur ou machin, ça volerait peut-être en éclats. Parce que finalement, c'est le seul organe qui nous maintient en vie. On peut tout mettre artificiel, mais... en fait, qu'est-ce que l'être, en fait ? Qu'est-ce que l'être, si on peut greffer une tête, quoi ? Exactement. Et c'est pour ça que ces recherches sont passionnantes, parce que, tu sais, regarde, je compare ça souvent aux recherches en physique. On était chez Newton pendant longtemps. Qui aurait dit à l'époque de Newton qu'on arriverait à la physique quantique ? Et que la physique quantique est en train de travailler avec l'esprit, avec l'esprit qui travaille sur la matière, et on est presque au niveau de la spiritualité. Et je pense que cette recherche technologique va également ouvrir des portes à la connaissance de l'être humain, même si ce n'est pas ce qui est recherché au départ. Parce que je vais te raconter une petite histoire que j'ai lue dans un livre, et je suis désolé pour l'auteur parce que j'ai perdu son nom, mais c'est une histoire qui est fausse. Mais qui est jolie. Ce qu'il raconte comme ça, c'est professeur Barnard. Professeur Barnard qui était le premier à faire la greffe de cœur. Professeur Barnard, c'était un fanat de chirurgie, et il s'est dit, qu'est-ce qui est plus fort qu'une greffe de cœur ? Une greffe de cerveau. Une greffe de cerveau. Donc, je vous dis, l'histoire est fausse, mais le final est intéressant. Et là, qu'il a pris le cerveau d'une personne qui avait un cerveau sain dans un corps malade, qu'il a mis dans la boîte crânienne d'une personne qui était malade, mais qui avait pas un cerveau malade, mais qui avait un corps sain. Donc, il a pris le cerveau de monsieur A, qu'il a mis dans la boîte crânienne de monsieur B. Le lendemain de l'intervention, se disant, j'ai mis le cerveau dans le corps de monsieur B, il s'est dit, c'est monsieur A. C'est la conscience de monsieur A qui est venue dans le... Et donc, il ouvre la porte en disant « Bonjour, monsieur A ». Et la personne qui est dans le lit dit « Mais à qui vous parlez ? Moi, je suis monsieur B. »
Voilà, parce que si la conscience, comme moi je la considère, qui n'est pas dans le cerveau, mais qui est dans nos enveloppes subtiles, etc., Oui, on c'est a le champ enlevé. informationnel. Oui. Oui, et puis le cerveau n'est qu'une antenne relais, c'est rien de plus. Ben, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est un peu comme, je sais plus, ce mythe, tu sais, où tu as le bateau qui est, je sais plus, c'est un mythe antique, mais on remplace petit à petit toutes les pièces d'un bateau. Et en fait, tu sais plus si le bateau d'origine, finalement, c'est le nouveau ou l'ancien, ou si c'est l'addition des deux. Et je sais plus le mythe, c'est un mythe grec, si vous le savez, dites-le nous dans le chat. Mais ça pose la question, finalement, encore une fois, on vient de le dire, mais qu'est-ce que l'être à travers de ça? Et en même temps, on peut pas dire que ce n'est pas notre enveloppe. Parce que nier le Oui, mais corps pour dire le corps, c'est c'est pas vrai. l'être. C'est vrai pour Voilà. nous aussi, parce que j'ai pu, les dates un peu, varient un petit peu, mais toutes nos cellules de notre corps seraient renouvelées tous les 7 ou 10 ans. Oui, Donc ça veut dire que au bout de 7 ans, disons, eh bien, on a toutes les cellules qui ne sont tout à fait différentes de celles qu'on oui, avait 7 ans oui, auparavant. Donc oui. on est complètement changé, en fait. Et pourtant, nous sommes toujours nous, paraît-il. On Et espère. d'ailleurs, je dirais que même à chaque instant, on fait pas le même poids, on n'a pas le même nombre de cellules. C'est-à-dire qu'en chaque instant, enfin, je suis une suite de. En fait, je suis capable de me réinventer à chaque maintenant. Et je suis même pas sûr qu'il y a. En fait, c'est pas parce que notre cerveau recrée une continuité qu'on n'est pas en fait face à des instants successifs qui sont en fait décorrélés les uns des autres, si ce n'est que c'est notre cerveau qui recrée le lien. Mais en fait, on n'est pas sûr que deux maintenant soient corrélés en fait. Et Bah, si ce n'est. en fait, tu parles aussi de la notion du temps, passé, Oui, présent, futur. En fin de compte, le temps ne serait qu'une succession de petits moments présents voilà, c'est qui se ça. Oui, rajoutent. exactement. Un petit peu comme les films, le film de cinéma, qui sont des suites d'images Oui, les unes c'est ça. après les autres. Et même au Oui, niveau de notre cerveau, on reconstitue le monde qui nous environne. Donc, on oui, reçoit les informations par des champs de vue, d'audition, oui, des vibrations auditives, etc. Donc, on les transmute en un flux nerveux. Donc, déjà, nos sens sont limités. On le sait bien, déjà, comparativement aux animaux. On les oui, transforme en un flux nerveux. Là, on doit y avoir de la perte. Et puis après ça, oui, c'est envoyé au cerveau et le cerveau doit reconstituer notre oui, environnement. Et donc, oui, d'ailleurs, ça nous coûte beaucoup plus cher en énergie à reconstituer l'image. Donc, en fin de compte, l'image, on la voit à l'intérieur. Et pourtant, on considère que c'est à l'extérieur. Mais c'est une suite de oui, moments. Et le cerveau, comme ça lui coûte cher en énergie, fait des économies. Et ça aussi, c'est intéressant à savoir, c'est que quand vous êtes en train de regarder quelque chose, tiens, comme quand vous êtes en train de nous regarder sur votre écran, bah évidemment, vous allez avoir les deux protagonistes et puis les images autour qui ne bougent pas. Donc, quelque part, le cerveau ne va plus se fatiguer à reconstituer les images autour, il ne va plus que se concentrer sur l'image centrale. Sauf que si l'image autour, elle change, eh bien d'un seul coup, là, vous allez avoir l'information qui va vous arriver, mais en décalé. Et c'est pour ça que c'était un problème d'ailleurs pour les chirurgiens, par exemple, parce qu'ils sont focalisés sur la zone de travail, mais leur cerveau, est-ce qu'il n'est pas en train d'oublier certaines zones parce qu'il n'est pas en train de l'actualiser? Et à ce moment-là, il risque d'y avoir de réagir trop tard parce que l'actualisation va se faire, mais avec un décalage dans le temps qui peut être péjoratif. D'où l'intérêt d'ailleurs des robots, des fameux robots qui tremblent pas, etc. et Donc, qui sont capables de gérer simultanément hum, plus grande quantité d'informations. Ouais, et encore, on n'est pas aux ordinateurs quantiques où là, ça pourrait être géré en parallèle, simultanément, un flux ultra bah, important écoute, d'informations. ordinateur quantique, je me pose la question s'ils n'existent pas déjà. Ah oui, d'accord. Parce que il y a des informations qui me semblent un peu bizarres de temps en temps. Et, et là, bon, je ne dis pas qu'ils sont complètement arrivés à maturité, mais je pense que c'est un peu comme l'IA. Si l'IA devient avec des ordinateurs quantiques, là, ça va exploser. Mais
pour moi, c'était un peu ce que j'ai raconté dans mon livre, mon roman, tu sais, La chute des maîtres. sur la chute des maîtres. Je disais, l'IA, on peut en faire notre ami, tout comme on peut en faire notre ennemi, selon comment on va la traiter, tout simplement, comme toujours. J'ai l'impression qu'en tout cas, on dérive un peu du sujet, mais si ordinateur quantique il y a déjà, à mon sens, il est dans le système financier. C'est-à-dire qu'il c'est ces espèces d'immenses ordinateurs comme celui qu'on appelle Aladdin de BlackRock ou des choses comme ça, ou ce qu'on appelle le QFS, le Quantum Financial System. À mon sens, oui, si des ordinateurs doivent être là, ce sera au service des pépettes, quoi. Mais dès le début, à mon avis, c'est le premier endroit, ça coûterait tellement cher à développer que ce sera forcément dans la finance. On va revenir un petit peu sur le sujet. Alors, il y a une question que je trouve intéressante et qui va faire un parallèle avec une des parties de ton livre. C'est Laurence qui te demande que deviennent les mémoires avec le renouvellement des cellules. Et moi, je pense tout de suite aux mémoires de l'eau, bien sûr, dont tu parles. Et du coup, est-ce que tu peux répondre, si c'est OK pour toi, à la question de Laurence? Et puis, on peut peut-être aussi parler des mémoires de l'eau en même temps. Oui, bah c'est déjà pour moi, rien qu'au niveau cellulaire, au niveau d'un organisme, toutes les informations sont contenues dans toutes les cellules. Oui, Voilà. C'est clair. C'est un peu, on peut prendre, d'ailleurs, c'est le principe du clonage. On va prendre une cellule et puis on va la faire revenir à l'état embryonnaire et puis on va refaire un nouvel embryon, un nouvel être humain à partir d'une cellule. Et puis quand il y a une division cellulaire, eh bien c'est une cellule qui se divise en deux. Donc quelque oui, part, la mémoire se transmet aux deux cellules à la fois. Les deux cellules oui, tiennent toutes les informations oui, de la cellule mère. Donc pour moi, c'est sûr. Après ça, tu parles de la mémoire de l'eau, oui, parce que nos cellules sont constituées essentiellement d'eau. Il faut bien comprendre que quelque oui, part, on pourrait, d'ailleurs, dans l'évolution, c'est souvent des organites qui étaient en train qui risquaient de mourir à cause de sécheresse ou de choses comme ça dans une flaque d'eau. Ils ont reconstitué une espèce d'aquarium dans lequel chacun a travaillé. Mais ce qui était intéressant à noter, c'est que pour que tout le monde survive, mais ce qui était intéressant à noter, c'est que c'était l'association de la carpe et du lapin. Donc pour que tout le monde puisse survivre, parce que ça montre bien que l'évolution a été faite beaucoup sur la coopération et en partie sur le combat, bien sûr, la compétition, mais le plus gros était fait sur la collaboration, l'association pour que tout le monde puisse vivre. Et la compétition, bah, c'était simplement pour limiter un peu, comme on voit au niveau des troupeaux, bah, il faut quelques lions aillent manger quelques gazelles pour limiter la prolifération, etc. Alors pour revenir à ton histoire d'eau, eh bien ton histoire d'eau, c'est aussi assez troublant parce que c'est le principe même de l'homéopathie et ce qui a coûté cher d'ailleurs à Benveniste, mais c'était que dans l'eau contient toute l'information de tout ce qu'elle a contenu. C'est-à-dire que même si on enlève les polluants par un coup de baguette magique, parce qu'on arrivera peut-être à enlever les polluants chimiques, mais les dérivés médicamenteux et choses comme ça qui sont dedans, on n'est pas, eh bien, on n'a pas finalisé le problème parce qu'en fin de compte, les informations de ces polluants sont toujours dedans et peuvent toujours interagir avec ceux qui boiront l'eau. Donc c'est un véritable oui, il y a eu problème. des scandales d'eau avec les mêmes. J'ai vu qu'il y avait même Perrier ou des grosses marques qui étaient concernées dans certaines sources contaminées d'eau. Enfin, il y a eu un scandale il y a quelques jours là sur l'eau assez important. Ouais. Ben là, il y a les scandales pleuvent en ce moment avec ne serait-ce Oui, que les fameux microplastiques qui sont dedans. oui, C'est oui, affolant, c'est affolant quand oui, on retrouve ces microplastiques que l'on boit avec toutes ces bouteilles plastiques, quelles qu'elles soient, je oui, pense, oui, et oui, qui sont légion et qu'on retrouve même dans le cœur, on retrouve ça dans le cerveau, on retrouve ça. oui, Et pudiquement, tout le monde nous dit, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, moi, je peux vous dire déjà que ça ne va pas donner quelque chose de bon, a priori, oui, mais bon. oui. D'un autre côté, je suis assez admiratif par, les fonctions de notre corps, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre, combien il est capable de résister à un nombre extraordinaire de pollutions de tout genre, de toutes sortes, Oui.
ce soit les Oui. pollutions chimiques, les pollutions médicamenteuses, les pollutions par plastique, maintenant les pollutions par les champs électromagnétiques, etc. Et on arrive bon an, mal an à se maintenir, même si on a des petits trucs à droite, à gauche, on arrive à se maintenir. Mais jusqu'où? Mais Et jusqu'où? ouais. Mais si tu veux, la question que soulève Laurence, pour moi, elle va bien plus loin. C'est-à-dire que, au final, si, comme tu le disais précédemment, nos cellules se renouvellent tous les 7 ans, euh, comment le transgénérationnel lui-même nous parvient-il quelle est, enfin, tu vois, où est l'information si finalement, même les cellules d'eau finalement sont renouvelées. Donc, euh, finalement, quel est le lien entre l'information et la matière? À quel niveau ça se produit? Parce que si c'est plus jamais les mêmes cellules, enfin, ça soulève des questions quand même. C'est-à-dire, où est stockée l'information si elle n'est pas dans les cellules? On voit ça avec l'épigénétique. Je ne sais pas si je vais Voilà, répondre justement. avec ta Ouais, question, mais c'est que l'épigénétique change comment dire, l'activité des gènes, donc ils les ouvrent ou les ferment selon un petit peu notre mode de vie, sain ou pas sain, mais seulement ça se transmet aux générations suivantes, oui, mais à partir du moment où ces modifications génétiques étaient faites avant leur conception. Parce que si le père ou la mère avant la conception, avant la fécondation, avant tout ça, oui, c'est transmissible. Mais après, le père, la mère, ils ont leur mode de vie, etc. C'est plus transmissible à la génération suivante après. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. alors, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi. C'est-à-dire, C'est pas. c'est-à-dire dans le sens où, pour toi, ça peut pas être rétrocausal, et c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut pas récupérer du transgénérationnel de nos parents, même sur ou en fait des choses de nos parents, même finalement après notre naissance? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une communication entre parents-enfants, ou même si Ah oui, l'enfant est déjà né, même si... de toute façon, c'est évident qu'il y a toujours une communication parce que ne serait-ce que les parents vont inculquer aux enfants une certaine éducation, ils vont inculquer aux enfants des peurs, Oui, des choses qu'ils vont faire, ils vont donner aux enfants leur mode de vie, leur mode de pensée, donc automatiquement ça va retentir sur l'enfant et lui ça peut à son tour produire des phénomènes épigénétiques qui pourront être semblables à ceux des parents. Mais la transmission première, c'est quand même avant la fécondation. Après, d'accord, d'accord. c'est les phénomènes épigénétiques qu'on peut tous avoir, je dirais, quelque part, que ce soit avec des parents, si ce n'était pas nos vrais parents biologiques. Oui, Imaginons une adoption, c'est pareil, l'enfant qui va être adopté va obtenir, va suivre l'éducation, le mode de vie, etc. de ses parents adoptifs qui vont donc l'influencer également, c'est clair. oui, c'est ça. Mm. Parce que oui, c'est vrai que si tu restes dans le cadre de l'épigénétique, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça soulève des questions. Tu vois, par exemple, à un moment, tu nous parles justement de... Alors moi, je croyais que j'attribuais cette phrase à Béchamp, mais finalement, tu nous parles de Pasteur, et tu nous dis que finalement, le plus important, c'est le terrain, et que finalement, c'est le terrain qui va déterminer l'état de santé ou pas. Alors donc, toi, tu dis que c'est Pasteur. Euh, Je- est-ce que tu J'ai t'es... j'ai Ouais, posé la question parce que j'ai bien voilà. dit, ça peut être Pasteur. Il y en a qui disent que c'est un mono, d'autres que c'est Pasteur, d'autres que c'est Béchamp. Voilà, donc j'en sais rien, mais la phrase est belle. C'est surtout elle qu'il faut Oui, garder de toute façon. voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai plus la page, mais voilà, tout est une question de terrain, voilà, de terrain et de facteurs. Oui, le Euh, terrain est tout, le germe n'est rien et le terrain est tout, c'est la phrase. Et c'est voilà, vrai, c'est parce ça. que comme je suis toujours l'emmerdeur qui pose des questions, tu sais, il y avait l'histoire de la peste qui est venue et qui a tué la moitié de la population européenne en deux, Oui, trois. Et je suis toujours l'emmerdeur qui pose des questions et je dis pourquoi elle n'a pas tué l'autre moitié? Voilà des questions qui sont bonnes. Voilà, parce que bien sûr, on se focalise toujours sur le côté négatif, on comprend bien, mais pourquoi l'autre moitié
a survécu, et parce que elle vivait. Donc c'est pour ça Et le- c'est très bien ta question. C'est au lieu de demander pourquoi les gens tombent malades, on peut se demander pourquoi d'autres ne tombent pas malades lorsqu'ils sont en Exactement. contact du pathogène. Oui, oui. Et ça, c'est très intéressant justement dans ton livre. C'est quand tu développes cette idée que pourquoi ce n'est pas logique que les patients atteints, par exemple, des mêmes symptômes n'ont pas forcément les mêmes besoins médicamenteux ou les mêmes voies d'accès à la Mm. guérison. Et que ça a été aussi parmi les premières questions que tu t'es posées qui ont permis d'aller voir les autres médecines, en fait. Bah, tu sais que la médecine a fait une découverte extraordinaire. Ah, parce qu'ils se sont aperçus que les hommes et les femmes, c'était pas pareil, dis donc. Et donc, en fait, que les médicaments qui sont testés peuvent avoir des actions différentes chez les Ouais, hommes comme chez les femmes, ne serait-ce que par l'imprégnation hormonale et sans parler du reste. Donc, oui, sont des évidences et c'est pour ça que il y avait des choses qui m'énervaient un petit peu. C'était, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais c'était quand j'exerçais encore, ils faisaient les RMO, les références médicales opposables. C'est-à-dire que pour une pathologie, on devait donner tel traitement. Mais qu'on donne que sa personne ait cette maladie, que ce soit le grand bûcheron des Vosges ou la frêle secrétaire dans un bureau, il devait avoir les mêmes remèdes. Et ça, c'est ça qui me chagrinait. Et puis, on s'est aperçu aussi que pour une même pathologie, le remède ne va pas avoir les mêmes réactions chez tout le monde. C'est la fameuse courbe de Gauss, un chapeau oui, melon un petit peu, et oui, donc il y a des personnes qui vont très bien répondre, et la majorité, parce que les études l'ont montré, mais il y a certains qui ne vont pas répondre du tout, et d'autres qui vont oui, répondre trop fort. Donc là aussi, pourquoi la médecine le constate, mais il n'y a pas de réponse. Et la réponse est sur le terrain, la notion du terrain qui fait oui. que le germe va pouvoir pousser ou pas pousser, mais que ce soit le germe infectieux, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, une allergène ou autre chose, ou un polluant. Alors, j'aimerais justement qu'on aborde un passage où tu expliques un petit peu, on va en parler rapidement, ce que la médecine naturelle t'a appris. Et justement, c'est en illustration de ce que tu dis. Donc, tu dis, en fait, finalement, la médecine naturelle m'a appris que la maladie n'arrive pas par hasard et qu'elle dérive d'un déséquilibre du terrain. Donc, ce dont on parlait précédemment. Cela rejoint la phrase de Louis Pasteur qui aurait dit sur son lit de mort, le germe n'est rien, le terrain est tout. Ce point de vue explique qu'en cas de maladie, il est indispensable de rééquilibrer le terrain davantage que de traiter l'agent pathogène. Bien que deux solutions soient conseillées concomitantes, mais le terrain primerait pour obtenir une guérison complète. C'est ainsi qu'œuvrant les médecines traditionnelles dont le résultat, notamment ceux de la médecine traditionnelle chinoise, n'ont rien à envier à la médecine conventionnelle en termes de longévité des personnes, par exemple. Donc ça, c'est la première leçon. Et la deuxième, c'est qu'un même médicament n'a pas la même efficacité chez tous les patients. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu. Euh, Est-ce que pour toi, vraiment, c'est au moment où tu découvres ça que tu changes ou que tu ouvres ou que tu vois les limites, finalement, de la médecine traditionnelle? Non, c'est pour moi, quand je terminais mes études de médecine, j'avais le choix. Soit je continuais ma médecine et je m'orientais comme mes copains vers une spécialité. Donc ORL, cardio, radio, etc. Mais je ne me voyais pas, je m'y voyais pas et j'ai tout de suite été intéressé par les médecines naturelles. Et c'est pour ça Oui, qu'en même temps que je passais mes dernières années et mon doctorat, je me suivais, parce que c'était des formations de 3 ans, formation en homéopathie, en acupuncture et en sophrologie. Donc c'était mes 3 premières, et c'est assez amusant parce que quand je regarde ça d'un petit peu plus loin maintenant, je m'aperçois que l'acupuncture me préparait à l'énergie, aux soins énergétiques. 2, la sophrologie me préparait à la puissance de la pensée, parce que c'est la puissance de la pensée de la personne qui est sous état sophronique ou d'hypnose qui agit sur son corps. Et donc, tout ce qu'elle est capable de faire à l'état sophronique, à l'état modifié de conscience, elle est capable de le faire à l'état
devrait être capable de le faire à l'état normal, sauf qu'on a des blocages des croyances. L'homéopathie m'a montré déjà la mémoire de l'eau et que c'était une médecine informationnelle. C'est pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer à l'allopathie, c'est qu'elles travaillent sur elles ne sont pas opposées, elles sont complètes. Et il y en a une qui va travailler plus sur le symptôme, l'autre qui va travailler sur le terrain, l'un qui va travailler sur le post-pondéral, l'autre qui va travailler sur des doses infinitésimales. Donc c'est pas, on ne peut pas prêter à l'homéopathie les mêmes principes ou les mêmes manières même de l'étudier parce qu'un même remède, par exemple, pour une seule pathologie, ce ne sera pas un remède, un simple rhume, par exemple. Eh bien, selon que le rhume est à coulement liquide, transparent, épais, s'il y a une perte d'odorat, s'il y a des croûtes dans le nez, etc., à chaque fois, ce sont des remèdes différents. Et donc, si on prend un de ces remèdes et on va se dire, on va étudier tous les cas de rhume, c'est évident que ce remède ne va pas avoir une efficacité parce que ça agit sur un type de rhume. Donc c'est pour ça que toutes les études qu'on peut faire sur l'homéopathie en utilisant les mêmes principes que l'allopathie, eh bien, sont déjà perdues d'avance. C'est même pas la peine de commencer. Gardons, il vaut autant placer son argent ailleurs, à mon sens, parce qu'on travaille sur d'autres niveaux, sur le terrain, sur des symptômes. Mais comme je le dis, je le répète, ce ne sont pas des médecines qui s'opposent, ce sont des médecines qui sont complètes. Et ça, pour moi, même la médecine traditionnelle chinoise, elle est remarquable. Mais quand vous allez en Chine, on se retrouve avec des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, mais on trouve aussi plein d'hôpitaux de médecine conventionnelle. Parce que la médecine conventionnelle, au niveau des maladies qui peuvent être graves, de la chirurgie, des urgences, etc., elle est incontournable, elle fait des miracles. Et c'est pour ça que si j'ai un accident, si j'ai un infarctus, n'hésitez pas à m'appeler le SAMU, je serai très content de les voir arriver. Je te lirai pas un passage de ton livre en te disant. Non, mais j'assume, tu sais, je les transmets à mes collègues de temps en temps, mes Je livres. sais, non, mais je Et sais. mon bouquin sur la médecine spirituelle, je leur donne, et puis après, ils en font ce qu'ils en veulent, c'est pas un problème. Ça, chacun est libre de son opinion à partir du moment où on est tolérant sur les opinions des autres et qu'on ne nuit pas. Évidemment, la première chose, c'est qu'il faut pas oublier que la première règle en médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et ça, c'est l'essentiel par rapport à ça. C'est fondamental, à mon sens. Quand tu abordes les différentes formes de médecine, tu parles de l'acidose et des toxines. Et justement, de cette idée que le pH serait déjà un des facteurs principaux à aller regarder. Et donc, tu dis que l'acidose est donc un aspect développé par la médecine naturelle et ignoré par la médecine conventionnelle. Et pourtant, elle constitue une grande source de problèmes. Il s'agit de plus d'une situation fréquente dans la population actuelle parce que beaucoup de facteurs de notre mode de vie moderne la favorisent. Et donc oui, c'est vrai que, par exemple, je sais que la viande, c'est acide, le fromage, c'est acide, enfin les laitages, l'alcool, le sucre. Et en fait, on se demande finalement quels sont les ingrédients alcalins qu'on consomme au quotidien. Alors, quelques légumes, quelques fruits, mais finalement... c'est la plupart des fruits et des légumes. Même le citron qui... Oui, alcalin, oui. Qui peut paraître acide est alcalin. Donc, après ça, on se retrouve ça avec les aliments ultra transformés. On retrouve ça aussi. Là, on se retrouve avec le même problème avec le stress, qui est aussi acidifiant. On retrouve ça aussi avec la sédentarité. On peut retrouver ça aussi avec les excès d'activité, au contraire. Parce que l'excès d'activité va favoriser la formation d'acide lactique par les muscles, qui sont des acides, etc. Or, alors, il n'y a pas. Là, j'ai parlé que de l'acidose, mais après ça, il y a d'autres. Il y a l'équilibre acide-base, etc. Mais donc, c'est encore autre chose. Mais rien qu'en restant déjà sur l'acidose, c'est déjà intéressant parce que, dans un premier temps, quand on est en acidose, eh bien, ça a tendance à favoriser une fatigue et donc ça va pomper nos minéraux. Et en favorisant la pompée de nos minéraux, ça favorise par exemple la chute des cheveux.
Donc c'est pour ça Oui. qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de sportifs, comme je le disais, de grands sportifs qui ont perdu leurs cheveux. Alors peut-être qu'ils ont un problème, un phénomène familial, hein, je ne dis pas le contraire, mais les excès de sport peuvent favoriser l'acidose et la chute de cheveux. Les femmes ont moins ce problème-là à l'état jeune parce que grâce à leurs règles, à leur menstruation, elles éliminent l'excès d'acide. Et donc, ça permet de Mmh. rester. Sauf que quand elles arrivent à la ménopause, il n'y a plus les règles. Et si elles continuent le même rythme de vie, alimentation, etc., c'est là qu'il peut y avoir des pertes de cheveux ou une décalcification. Et puis après, il va y avoir l'organisme va stocker les acides. Ça va favoriser, par exemple, les prises de poids. Après ça, quand il est vraiment débordé, il va essayer de lancer les systèmes tampons du poumon, des reins, pour essayer de les éliminer, qui peuvent être vite développés. Après ça, on se retrouve avec des maladies d'encrassement. Encrassement, c'est-à-dire d'encrassement d'excès d'acide, l'arthrose, ça c'est classique. Et puis on se retrouve avec des maladies d'élimination. Alors les éliminations, par exemple, les allergies, les arthrites, etc., qui font favoriser des portes de sortie de ces acides. Donc c'est un phénomène très lié à notre civilisation et c'est dommage que ce ne soit pas plus étudié, compris, parce que voilà. Comment savoir si on est en acidose? Ben surtout, ben on a des petites bandelettes qui permettent de regarder ça avec les premières urines, les deuxièmes jets des premières urines du matin. Voilà, donc c'est. Oui, je m'y étais intéressé à un moment. J'avais des petites bandelettes de pH dans les toilettes, mais ça change tellement tout au long de la journée qu'au bout d'un moment, j'ai un peu renoncé parce que. Voilà. C'est les premières urines du matin, point barre. Parce C'est qu'après tout une ça, seule fois par jour? oui, Voilà. oui. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à faire ça plusieurs jours d'affilée parce que malgré tout, ça peut varier. Une fois, selon ce qu'on a mangé, fait la veille, ça va influencer les urines du lendemain, c'est évident. Si on a fait un bon repas avec des amis un peu arrosés, le lendemain, il va y avoir de l'acidose. Si on a eu une activité saine, une alimentation équilibrée, on peut imaginer que le lendemain, le pH soit bon. Ça varie, ça peut varier, mais si on trouve une baisse d'acide, une acidose pendant plusieurs jours d'affilée, ça peut être intéressant de le savoir. Et justement, tu nous parles aussi de certains cas où l'excès, alors ça, je ne le savais pas, je ne pensais pas qu'on pouvait aussi avoir des problèmes si on avait le corps qui était trop alcalin. Et finalement, tu nous dis que c'est aussi pas très bon. Et pour moi, il n'y avait pas de problème avec l'alcalinité, il y avait simplement avec l'acidité. Donc, c'est Oui, vraiment les deux. voilà, et même avec l'acide base, avec la résistivité, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une, on présente les 4 zones. Donc, Oui, alcalin réduit, alcalin oxydé, voilà. acide réduit, acide oxydé, etc. Les 4 zones qui sont Oui, séparées. Et en fait, c'est la zone centrale, un cercle central, soyons simples, qui oui, correspond à la santé. Et tout ce qui oui, va déborder va favoriser des pathologies différentes, oui, par rapport à ça. Ben, oui, c'est comme tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, c'est pas un état fixe. C'est pas oui. bon. La santé, elle bouge. On Hmm. évolue entre deux écarts types, comme on dirait en statistique. On a deux écarts types selon notre. On a le droit de sortir, on a le droit de manger, on a le droit de faire des bons repas, on a le droit de mal dormir une nuit, on a le droit à tout ça. L'organisme, on est toujours dans le cadre de la santé. Mais à partir du moment où il y a eu trop d'excès, trop de choses comme ça, là, on commence à sortir de ce cadre-là, et c'est là qu'on commence à arriver dans le domaine plus de la maladie. Donc là encore, rien n'est jamais perdu. On peut toujours revenir en arrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un pendule qui oscillerait comme ça. Et tant qu'il reste dans une certaine écart type, eh bien c'est bon. Mais dès que ça commence à aller plus loin, c'est là qu'on commence à voir. Et pour l'acide, pour l'alcalinité, pour la réduction, l'oxydation, c'est pareil. C'est bon, il y a toujours l'équilibre entre les deux. Tant que c'est resté, et tant qu'il y a cet équilibre, ça va. Et autrement, là, ça peut commencer à amener des problèmes. Oui. Alors, il y a Sharkan qui pose une question que je trouve intéressante. Je ne sais pas si tu as la réponse. C'est pourquoi finalement, chez nous, on soigne en ouvrant le corps et en Asie, on soigne par l'extérieur ou par les réseaux énergétiques? Quelle est, selon toi, la différence? Oui,
en ouvrant le corps, heureusement, on n'a pas besoin d'ouvrir le corps à chaque fois qu'on a une angine dans la gorge, mais ce qu'il faut, ça c'est intéressant comme question, et c'est ce que j'explique aussi un peu dans ce livre, c'est que au départ, la médecine conventionnelle a travaillé, la médecine occidentale, la médecine a travaillé davantage sur les morts que sur les vivants, travaillé davantage sur les autopsies, sur les examens Oui, comme ça. Et donc, c'était une médecine plus mortem. Et ouais, c'est un peu comme la définition de qu'est-ce que c'est que la santé. La définition qui était souvent donnée, j'espère qu'on a trouvé autre chose, mais c'était quelqu'un qui n'est pas malade. Voilà, donc c'est une. Tandis que en Asie, ils ont travaillé davantage sur les personnes qui est en santé. Et comment oui. maintenir la santé? Comment rester dans le cadre que j'expliquais là tout de suite? Parce que le cadre n'est pas immuable, on est bien d'accord, elle bouge, mais comment rester? Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont beaucoup travaillé sur la notion de rester en santé sur les personnes vivantes. Donc, c'était pour ça que là encore, ces deux aspects, ces deux approches ne se posent pas, elles se complètent là encore. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'elles ont apporté toutes les deux un certain nombre d'informations remarquables qui serait temps de travailler un petit peu de concert, un peu plus. Et je me souviens que finalement, pendant des siècles, on a considéré que l'intérieur de nos corps était le territoire de Dieu. Et finalement, qu'on ne Mmh, pouvait pas faire d'opération, qu'on ne pouvait pas ouvrir le corps parce que ça appartenait à Dieu. Et que finalement, on avait d'humain que l'enveloppe extérieure, mais qu'il fallait surtout pas ouvrir sous mmh. couvert Ah de bah, blasphème oui, ou oui, de oui, magie noire. les autopsies ont été longtemps interdites, hein, ça c'est clair. Voilà, c'est Longtemps. ça. Oui, 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 tout à fait. Après ça, c'était surtout parce qu'il y avait la médecine aussi, qui était la médecine arabe, Oui, qui provenait d'ailleurs de l'ancienne médecine grecque, oui. qui avait été perdue au moment de... Et bon, chez les Arabes, c'était déjà quelque chose qui était plus courant par rapport à des autopsies, à des examens post-mortem, etc., et qui ont transmis ça après ça Mais c'est d'ailleurs les Arabes qui ont pu garder les anciens manuscrits Hmm. qu'on a perdus parce qu'ils ont été cramés notamment dans la bibliothèque d'Alexandrie et autres. Mais je crois que les Arabes nous ont permis de conserver de nombreux ouvrages anciens. Et tous les copistes arabes nous ont permis de faire un travail de sauvegarde de la mémoire important. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec des connaissances Hmm. bien plus importantes à un certain moment, parce que c'était les seuls à avoir gardé des copies de Tout ces, de à fait. ces, de ces... Ouais, Bah, ouais. ce qu'on avait en plus autrefois, je dirais, on se retrouvait avec la médecine traditionnelle chinoise, donc avec les 5 éléments, etc. On se retrouvait avec l'Ayurveda, qui est composé de 6 éléments, mais comme ils s'associent, ça en finit par ne faire que 3 au final. Il y avait Oui, la médecine grecque qui était constituée de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et oui. l'air. Et donc, là encore, mais ces trois médecines étaient très semblables, mais différentes. Et pourquoi il y avait ces différences dans les 4 éléments, dans les éléments, c'est qu'en fait, ça dépendait du climat aussi local, dépendait. Après ça, Oui, on peut aussi voir les choses, présenter les choses un petit peu différemment, parce que souvent le 5e élément peut être considéré comme étant l'éther, et l'éther qui est dans tout, et l'éther qui est tout, en fait. Donc, en fait, ces différents éléments, ces différentes médecines échangeaient aussi beaucoup plus, parce qu'on pense aussi qu'il y a beaucoup plus d'échanges qui s'est fait à cette période-là. Il y a eu la médecine perse aussi entre deux, et, oui, oui, oui. il y a eu beaucoup plus d'échanges qu'on ne le pense, même entre les Romains et les Chinois. Et oui. Ah ouais, ça non, c'est vrai qu'on ignore. Est-ce que toi, tu t'es intéressé, justement, on parlait de Béchamp tout à l'heure, au microzyma et à la nanobiologie, Ouais, ouais, et qu'est-ce oui, que tu en as conclu? rien. D'accord, Rien t'as parce que pas... si, mais je suis pas, je suis pas microbiologiste. J'ai pas, même si je regarde ça au microscope, j'ai pas les connaissances adéquates pour le faire. Ce qu'on me dit, oui, c'est intéressant. Il y aurait des microzymas et il y en a d'autres qui auraient découvert aussi ces microzymas, mais qui l'ont appelé avec d'autres noms, peu importe. Mais Oui, le problème des microzymas pour les personnes qui nous écoutent, ce serait des
tout petits organismes, des organites presque, qui seraient capables de s'associer pour former des germes qui deviendraient pathogènes, donc les germes ne viendraient pas de l'extérieur, mais de notre intérieur. Et ils seraient capables aussi de se reformer en organites, ils seraient capables aussi de se réassocier pour former des cellules, etc. Donc oui, j'écoute, mais je garde toujours ça un petit peu dans un coin de ma tête, mais pour le moment, j'ai aucun élément qui peut me permettre euh, d'être sûr. Mais c'était ce que je sais par contre, c'est qu'il peut y avoir des passages d'informations du genre qui sont pas. Ils avaient mis une culture de cellules dans une boîte de pétri complètement scellée avec un germe dedans, infectieux. Donc, ils avaient complètement scellé cette boîte de pétri, ils l'avaient mis dans une pièce étanche, et dans la pièce d'à côté, ils avaient mis une autre boîte de pétri avec des cultures, avec une culture cellulaire qui n'avait pas le germe, évidemment. Donc, théoriquement, aucun contact physique ne pouvait avoir lieu entre les deux, mais pourtant, d'après ce que, là encore, c'est des choses qui sont dites, mais on obtient difficilement les preuves. Les études, ouais. Écrites, etc. Parce que, et la boîte de pétri où il y avait des cellules qui sont saines ont commencé à être atteintes du germe qui était en train de détruire le premier. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu un passage d'informations entre les deux par des voies qui ne seraient pas de manière matérielle. Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est des champs électromagnétiques infinitésimales qui se transmettent, etc. C'est tout à fait possible, tout en considérant, on revient un petit peu sur la notion, le germe n'est rien, le terrain et tout. Donc, quand il y a une épidémie, il n'y a pas forcément besoin d'aller se cacher sous son lit pour attraper quelque chose, si c'est vrai. Voilà. Téléportation quantique, voilà, tout à fait. Donc finalement, tu as toute une partie dans ton ouvrage où tu parles finalement de tout ce qui peuvent être les facteurs déclencheurs des maladies, et notamment par rapport au cancer, de tout l'aspect psychologique, émotionnel. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas encore admis par la médecine traditionnelle. Et donc, tu nous expliques un petit peu finalement comment sortir de ces états de stress. Mais en gros, est-ce que pour toi, le stress tue? Et finalement, est-ce qu'une des plus premières causes de mortalité, ce ne serait pas le stress et l'émotionnel des patients, entre guillemets? Le stress, déjà, il faut parler, c'est le stress chronique, le stress qui persiste, parce qu'un stress est quelque chose de sain quand il y a un stress par rapport à un rendez-vous, une réunion, etc. Bon, la réunion se passe et le stress s'en va, donc c'est des choses qui nous permettent de faire face, etc. C'est le stress continu qui va persister pendant un certain nombre de temps. On sait que ce stress va générer un certain nombre de pathologies, de troubles. Avant de parler de pathologie, ça va provoquer un certain nombre de désordres dans l'organisme, principalement par l'augmentation du cortisol sanguin. Oui. Donc, ça va faire baisser l'immunité, ça va favoriser la décalcification, la fonte musculaire, l'irritation des intestins, la baisse immunitaire, et c'est pour ça qu'on a retrouvé aussi souvent des infections plus importantes chez les personnes qui sont stressées. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu le problème, d'ailleurs, parce qu'imaginons une épidémie, une pandémie, peu importe. Le gouvernement se doit d'informer la population. On est bien d'accord. Oui. On pourrait lui en vouloir, mais tout va dépendre de comment elle va être informée, cette population, parce que... Informée dans la peur. Ouais, c'est ça. Si elle est la peur, le stress, eh bien, automatiquement, ça fait baisser l'immunité de la population. Donc, ça favorise l'épidémie. Donc, c'est pas toujours tout simple. Après ça, il y a le stress et il y a les chocs émotionnels. Alors, ce que je me suis arraché les cheveux pendant un certain temps, c'est que, comme j'avais fait quand même plusieurs formations, et je trouvais que chacune avait, je parle du cancer, là, mais c'est vrai pour toutes les autres, pour toutes les autres maladies, parce que, dans le cancer en médecine conventionnelle, et il y a suffisamment d'études qui le prouvent, eh bien, c'est lié à la mauvaise alimentation, à la pollution, enfin bref, au tabac, à l'alcool, etc.
Tout le monde sait ça. Donc c'est juste, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus et ce serait ridicule de s'opposer à ça. Le deuxième truc, c'est que on dit, au niveau énergétique, on dit qu'il y a un blocage énergétique. D'accord, c'est vrai, on le retrouve à chaque fois. Après ça, au niveau psychologique, on va dire, oui, mais il y a souvent un choc émotionnel, etc., qui peut déclencher ça, etc. Donc, en fin de compte, tout le monde a raison, mais qui a raison au final? Et donc, j'en ai tiré ma conclusion. Chacun en verra ce qu'il en. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on est tous encrassés. On a tous des morceaux de plastique dans le cerveau, dans le corps, etc. On a plein de polluants, on respire on mange plein de cochonneries. J'ai encore lu qu'une pomme d'aujourd'hui, il faudrait 100 pommes d'aujourd'hui pour remplacer une pomme d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans, tellement on a perdu de nutriments, etc. Donc, on est encrassé, stressé, fatigué, etc. Donc, notre corps, il est comme ça, et on arrive à maintenir jusqu'au jour où il y a un choc émotionnel puissant, inattendu, souvent vécu dans l'isolement, qui vient provoquer un blocage énergétique sur un organe particulier par la loi de l'attraction, par la loi de la symbolique, etc. Ça vient bloquer l'organe. Et quand l'organe est bloqué au niveau énergétique, à ce moment-là, choc émotionnel, blocage sur le plan énergétique, et tous les polluants du corps vont venir se localiser à l'endroit du blocage. Si bien que ces polluants vont favoriser la transformation des cellules qui peuvent devenir à ce moment-là cancéreuses s'il y a tous ces polluants qui sont là. Et ça va déclencher la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la médecine conventionnelle a raison en disant que c'est bien les polluants, la malbouffe, etc. D'accord. Le choc émotionnel, lui, n'est pas la cause. Le choc émotionnel, c'est le facteur déclenchant. C'est lui qui va dire que la maladie va commencer, quand la maladie commence et où ça va commencer. Et le blocage énergétique, oui, mais il est lié avec le choc émotionnel et qui va se retrouver sur l'organe qui va être malade. Donc c'est d'un seul coup, on comprend tout ça. Et c'est pour ça que quand une personne est malade, là je parle du cancer, mais c'est vrai pour n'importe quoi, eh bien, il va falloir travailler sur le choc émotionnel déclencheur, lever le blocage énergétique, souvent ça peut marcher ensemble, et puis après ça, travailler sur le décrassage de l'organisme. Décrassage de l'organisme, et sans oublier, évidemment, le traitement de l'organe par des traitements conventionnels ou et naturels. Moi, je conseille les deux. Oui, oui. Parce qu'en fait, Oui, ce qu'il faut dans une maladie, c'est arriver à travailler sur tous les niveaux. Parce que regardez bien, on parle sur le niveau physique, avec les polluants, etc. On parle sur le milieu émotionnel, avec le choc émotionnel, etc. On parle sur le milieu énergétique également. Et donc, il faut travailler sur tous ces plans. On ne sait pas d'où viendra mais peu importe, il faut utiliser tous les atouts qu'on peut avoir. Et là, qui est-ce qui est au centre de ça? C'est pas le médecin, c'est pas le thérapeute, c'est le patient. Et c'est au patient de faire tout un travail pour changer son mode de vie, trouver un mode de vie sain pour nettoyer son organisme, se nettoyer au niveau psychique en solutionnant les conflits, travailler sur le stress, etc. Et puis en solutionnant, en trouvant la nature du choc émotionnel, la symbolique de la maladie, en levant le blocage énergétique. Et là, c'est lui qui va apporter la guérison. Tous les thérapeutes, tous les médecins vont l'aider sur son chemin. C'est très important. Il a besoin d'eux. Mais seulement, c'est lui qui va faire le chemin et c'est le patient qui guérit, c'est pas le médecin. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça, ça demande. Oui, c'est-à-dire qu'on est trop passif en tant que patient quand on est malade en attendant que le traitement fasse tout et on fait. En fait, on va en parler, c'est un petit peu. Et c'est justement bon, la phrase, on la connaît tous, hein, le mal a dit. Qu'est-ce que tu. Donc, il y a toute une partie, bien sûr, où tu en parles dans ton livre, donc des facteurs qui. Enfin, le lien entre, on va dire, le psychique et les maladies développées. Alors, il y a bien sûr le livre de Jacques Martel hein, qu'on connaît. Et tu nous refais aussi un tableau hein, sur les processus. Donc, alors, j'ai plus le tableau, mais tu nous parles en tout cas voilà, voilà, page 243,
des facteurs, des conflits et des facteurs qui sont liés, on va dire, enfin, qu'est-ce que finalement le problème dans le corps nous dit sur l'aspect psychique ou le problème à les traiter. Comment ça marche et est-ce que c'est vraiment pour toi une science exacte ou pas? C'est une science qui deviendra exacte, mais là encore, il y a toujours le patient et il y a la généralité. En sens que ce que j'explique toujours, c'est ce qui est essentiel, c'est quand on donne, il y a des cas et on va donner plusieurs possibilités d'explication. Oui, Possibilités d'explication. Et il y en a une qui peut répondre à la personne. Et donc, c'est oui, celle-là qu'il va falloir. Et moi, ce que je cherche en plus, à côté de la symbolique, ce qui est intéressant, c'est de rechercher le choc émotionnel qui a pu se déclencher quelques mois avant la maladie. oui, Et c'est là, ça, c'est c'est pas au moment, parce que souvent le choc, il peut sommeiller et on peut être couvé, c'est ça, pendant des mois et il n'est pas forcément au moment où on croit, il peut être longtemps en amont. parce que souvent, il y a un programmant qui peut remonter des mois, voire des années avant, qui a fragilisé la personne sur une situation, un conflit, etc. Et d'un seul coup, quelques mois, quelques années, quelques décennies après, le même genre d'événement va arriver. Et là, comme elle a été fragilisée par le programmant, ce choc va être très important. Et moi, sur les cancers en particulier, avec mes patients, eh bien, je retrouvais très souvent le choc émotionnel qui correspondait à la symbolique dans les mois qui précédaient, dans les 3 mois, 6 mois à peu près. C'est pas forcément toujours, mais après ça, il y a des cancers qui sont relativement je dirais, facile, plus facile que d'autres à repérer, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout très simple parce que de dire vous avez tel organe qui est touché et donc ça veut dire que vous avez eu tel conflit, c'est un peu rapide et ça, on n'en est pas là parce qu'il va falloir encore, bien que ça ait beaucoup avancé par rapport à ça. Mais, mais je dirais, j'ai été encore plus loin que la symbolique. J'ai été encore plus loin que la symbolique parce que, voilà, avec la symbolique, on est toujours sur l'état psychique, psycho-émotionnel, disons, quelque part. Donc, c'est très important. Vous voyez, tu me parles de Jacques Martel, mais il y en a d'autres aussi qui ont écrit des livres très intéressants sur le sujet et qui ne donnent pas toujours les mêmes réponses pour un même. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, il y a même un gros livre qui était sorti qui donnait les différentes opinions des différents biodécodeurs, je dirais quelque part. Hmm. Donc, c'est vrai que ce sont des approches, mais si on a déjà l'organe, la symbolique de l'organe, et si en plus on arrive à détecter un choc émotionnel de départ, on est déjà beaucoup plus, on a une convergence des choses qui peuvent être expliquées. Mais au-delà de ce conflit, je parlais tout à l'heure d'un conflit du choc émotionnel où il y avait un programmant qui peut remonter généralement à l'enfance, etc. C'est vrai. Mais là, si on va encore plus loin, j'ai toujours l'emmerdeur qui pose des questions. Et parce qu'en fait, ce que demande la symbolique, elle demande un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une problématique. De savoir la symbolique, ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas suivi par un changement en fonction de ce qu'elle dit. Et ça, c'est extrêmement important de savoir son horoscope de la journée. Oui, s'il nous annonce un accident, bah, il vaut mieux en tenir compte et être un peu plus prudent, je dirais, quelque part, si on y croit, si on y croit. Et donc là, c'est pareil pour la symbolique de savoir, ah bah oui, j'ai un cancer du sein, c'est parce que j'ai un problème, je veux protéger mes enfants, etc. Oui, d'accord, bon, d'accord. Mais si on change rien, si on continue pareil, ça sert à rien. Par contre, qu'est-ce que nous demande là? J'avais le cas d'un monsieur comme ça, il avait un gros problème lombaire. Problème lombaire, ça veut dire, c'était très lié avec un gouvernail de la vie. Il ne savait pas où aller. Et en fait, ce qu'il m'a raconté quand je lui ai posé directement la question, il m'a dit, il y avait sa femme, lui, il avait un boulot qu'il prenait plein de 24-24, 7 sur 7, et sa femme, elle en avait assez de l'attendre à la maison. Elle lui a dit, mon petit coco, maintenant, comme il était camionneur, il lui dit, maintenant, c'est le camion ou c'est moi. Donc lui, il se retrouvait plein
bingo, dans le conflit, c'est le camion ou c'est moi, c'est le camion ou c'est moi, l'argent, il faut bien gagner de l'argent, mais ma femme, j'y tiens, etc. Et donc, ok, on peut se dire, on peut rester à ce niveau-là, et c'est un peu ce que fait la symbolique. Mais moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin. C'est mon opinion, je n'engage que moi. Mais se dire, ok, qu'est-ce que dit, quelle est la réponse logique à son histoire? La réponse logique, je dis toujours en plaisantant, la réponse logique, c'est on prend sa femme, on la met dans le camion, on a résolu le problème. Non, ça c'était la réponse humoristique. Mais la réponse logique. C'est mieux que de mettre le camion dans sa femme, mais. Mais la réponse logique, la réponse qui est évidente, c'est qu'il faut que ce monsieur lève le pied au niveau de son travail et soit plus souvent à la maison. Mais si on va plus loin, s'il reste plus souvent à la maison, il restera plus souvent avec sa femme, avec ses enfants, tout ça, c'est parfait. Mais aussi, lui, il va pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour lui. Il va pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir, pour faire peut-être des activités qui lui plaisent plus, des activités artistiques, de commencer à répondre à son être. Et donc, en allant plus loin, souvent, quand je me suis aperçu que la symbolique, le conflit, nous emmène à demander un changement de rythme. Par exemple, vous avez mal au genou. OK. Ah bah oui, mal au genou, j'ai porté du bois, d'accord. Mais aussi, mal au genou, c'est que vous êtes trop rigide sur certaines positions, certaines décisions que vous avez faites. Ah oui, oui, ça c'est vrai. J'ai fait des trucs, mais là, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Si vous ne lâcherez pas, ce n'est pas un problème, c'est votre choix. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on demande de changer, d'être plus souple sur ses positions, de changer ses décisions, Mais si on fait ce changement, eh bien, tout simplement, on va plus être dans la rigueur, on va peut-être un peu plus dans l'amour, dans le partage, dans l'équité. On va retrouver quelque part son chemin de vie. Et quand on retrouve son chemin de vie, on retrouve son bonheur. Parce qu'au travers de ces changements que demande la symbolique, des choses comme ça, c'est notre être qui est en train de nous pousser pour que nous reprenions notre chemin de vie qu'on a perdu. Et ce n'est pas une punition, c'est simplement un conseil qui nous donne retrouver notre chemin de vie, retrouver ce que nous sommes, retrouver notre être. Et donc, à ce moment-là, on reprend son chemin de vie, c'est le chemin qui peut conduire vers une ouverture plus grande, si on ouvre des nouveaux sentiments, des nouvelles manières d'aborder les choses, si on est moins intolérant, moins rigide sur ses positions, si on est plus tolérant avec son épouse et qu'on revient à la maison, etc. Il y a plein de changements qui se font, ding, 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 et ça fait que la personne reprend son chemin de vie. Et qu'est-ce que c'est que ce chemin de vie? C'est un cadeau, oui, c'est le chemin du bonheur et c'est le chemin qui va nous conduire aussi éventuellement, pour ceux qui veulent, il n'y a jamais rien d'obligatoire, tout le monde est libre, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix différents, mais ça nous conduit vers la spiritualité. On se pose un jour ou l'autre la question, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, etc. etc. Donc c'est l'élément important de se dire c'est là le but final de la chose. Et si on reprend le problème à l'envers, ou plus exactement à l'endroit, on va prendre le problème à l'endroit. Parce que là, on l'a pris du côté de la maladie, on est arrivé à la souffrance de l'être. Eh bien, au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une souffrance de l'être. Nous avons dans notre société un grand nombre de personnes qui sont dans la souffrance de leur être, parce qu'ils suivent les préceptes de la société, qui nous disent il faut acheter, il faut consommer pour être heureux. Ah, vous n'êtes pas satisfait, mais achetez un nouveau téléviseur, achetez un nouveau machin, etc. Puis vous allez voir, c'est bon, ça c'est des plaisirs. On a le droit au plaisir, mais ce n'est pas le bonheur. On nous fait voir, on nous fait miroiter la réussite dans la vie, et c'est pas la réussite dans sa vie. C'est tout à fait différent les choses. Donc, on fait des choix pour la société qui nous éloignent de notre route. Donc, notre être, il est malheureux. Et comme il est malheureux, il va nous lancer des appels. Des appels qui parlent des petites voix, des synchronicités, des situations, etc. Mais on ne les écoute pas. On est dans la société, non, il faut que je gagne plus d'argent, plus de pouvoir, etc. Et donc, on continue dans cette voie. Et à force de ne pas écouter les situations, les rappels, les conseils, pour les rappels, les conseils de notre être, eh bien, tout simplement, ça commence à s'inscrire dans l'être. Et c'est là que commencent à arriver les petits problèmes, un petit lumbago, une petite gastrite, etc. Rien de bien méchant. Et puis là, ça risque de monter un peu crescendo jusqu'à arriver à un moment, bon, bah écoute, tu n'as toujours pas voulu entendre, maintenant,
Bah, tu as un truc qui est un petit pavé dans la mare, eh bien, essaye de comprendre, essaye de voir. Et il y a des personnes qui ont fait ce chemin, même pour des maladies graves, et qui ont obtenu des résultats des plus surprenants. Euh, je reprends ton exemple du camionneur et de l'épouse qui lui demande de choisir entre son travail et l'amour, quelque part. Quand ça se produit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique familiale, une problématique de l'âme, une problématique de bien plus large, finalement, que l'être, notamment ce camionneur, est venu traiter, mais peut-être finalement déjà pour le collectif, et puis pour la lignée, ou pour... c'est-à-dire, finalement, est-ce Ah, que ce problème, il est pas au-delà de la situation elle-même? oui, oui, elle peut. Elle peut, parce que je te parlais du programmant tout à l'heure, qui Hmm. remontait, qui peut remonter souvent dans l'enfance. Ça peut remonter dans la vie intra-utérine. Voilà, ouais. Ça peut remonter dans les vies antérieures. Voilà, c'est ça. Ça peut remonter au niveau généalogie. Mais si tu Voilà, veux, c'est ça. en général, généalogie, vie antérieure, etc., c'est pas systématique, hein. Tous les conflits ne reviennent pas forcément à généalogie ou vie antérieure, mais il y en a quand même pas mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, d'ailleurs, c'est la notion du karma. Le karma, pour moi, n'est pas une punition. Il n'y a pas de jugement dans l'au-delà. Les jugements n'existent pas. Il y a pas, on n'est pas en train de te dire c'est bien, c'est mal, machin, etc. On te prend tel que tu es et puis on essaie de voir un petit peu où est-ce que tu en es, ton évolution. Et puis point barre, on va te mettre dans l'école qui correspond à ton niveau, mais c'est pas l'enfer ou le paradis, c'est des niveaux d'évolution, point barre. Et donc il n'y a pas de jugement et donc il n'y a pas il n'y a pas de ces notions de clivage, etc. Donc, on revient, là, ça peut nous arriver d'ailleurs dans cette vie, on a une problématique qu'on ne résout pas dans cette vie. Parce qu'on a la tête dure, et Dieu sait qu'on a la tête dure. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va mourir avec cette problématique. Combien j'ai vu de personnes qui sont mortes alors qu'il aurait suffi qu'elles disent avant de partir, pardon, merci, je Oui, t'aime, c'est et ça aurait changé tout. Ho'oponopono, quoi. Ouais, ouais. Et donc, on part avec cette problématique. Et à ce moment-là, on reviendra dans une vie ultérieure avec cette même problématique. Mais ce n'est pas une punition, c'est pour qu'on revive la situation et pour qu'on comprenne et trouver la solution par rapport à ça. Et donc, quand on a une problématique comme ça, d'une vie antérieure, on va sélectionner dans notre incarnation actuelle la famille qui présente les mêmes problématiques que nous. C'est bien qu'on retrouve la problématique de la vie antérieure, on la retrouve dans la généalogie, et on va la retrouver dans la vie présente. Et tu sais, on voit souvent dans un sens, c'est-à-dire qu'on se dit que en tant que personne vivante et incarnée, on peut résoudre des problématiques de nos ancêtres et finalement les nettoyer pour la lignée. Mais je me faisais cette réflexion en me disant, mais est-ce que finalement on peut pas aussi, malgré, enfin, rétroactivement aussi, nettoyer le karma ou les problématiques de ces ancêtres décédés et Bien finalement sûr, le faire à leur place et leur éviter peut-être de revenir parce bien que sûr. finalement la problématique sera traitée par résonance vibratoire ou... Ah oui, Oui, oui. Moi, je pense que quand on résout un problème familial, bien sûr, ça va nous profiter et profiter à nos enfants, mais ça va profiter également à toute la lignée des ancêtres voilà, qui c'est ça. sont libérés de cette charge. Et tu sais, là aussi, allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Moi, j'aime On bien pousser. peut. Oui, parce que on dit, OK, on revient avec les problématiques de vie antérieure. Ça viendrait pas d'une vie postérieure? Et ben voilà, c'est ça. C'est là où je voulais Et, t'emmener. Ouais. et puis, ça pourrait peut-être venir aussi d'une vie dans un monde parallèle. Parallèle. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de possibilités que ça finit par faire bobo tête. Alors, c'est pour ça qu'on reste un petit peu pragmatique en disant, bon, déjà, si on parle de vie antérieure, de lignée, etc., c'est déjà pas mal. Mais on sait très bien, on commence à avoir un faisceau de preuves qui nous Oui, montre que le futur influence notre présent. oui, Le passé, on le sait bien que ça influence le présent, mais que le futur, euh, euh, qu'on peut conditionner, peut modifier nos choix ou nos attitudes, ça devient. oui, oui. Euh, Il y a une question de Lily qui remonte à un petit moment, mais est-ce que tu connais les soins par biorésonance? Est-ce que ça te parle?
Ça veut dire quoi? Parce que souvent, faut me donner un peu plus d'explications. Ça me dit rien pour le moment, parce que biorésonance, c'est un terme qui est utilisé dans plusieurs sens. Ça veut dire avec des appareils, avec des rayonnements, avec des choses comme ça. Ouais, on va demander. Alors, je pose la question suivante. Euh, c'est Christian qui dit quel est ton point de vue, du coup, par rapport à la médecine vibratoire? Que du bonheur. Que du bonheur. Et je pense que ça répond peut-être à la question Voilà, c'est ça. précédente, d'ailleurs, biorésonance, Voilà, parce c'est que ça. c'est, pour moi, on sait déjà que bah, nous vibrons. On sait que chaque organe a une vibration, un niveau vibratoire particulier. On sait que il y a des niveaux vibratoires de la santé et des niveaux vibratoires de la maladie. On sait que comme on a des niveaux vibratoires de la maladie, on peut aussi très bien imaginer des vibrations, des champs électromagnétiques, et il y en a quelques-uns qui travaillent là-dessus. Montagnier travaillait plus ou moins là-dessus, je crois, et qui permettrait de soigner les maladies. Il y avait eu une expérience aussi qui était extrêmement intéressante. Ils avaient envoyé un champ électromagnétique sur les fréquences d'embryons et de jeunes plantes, de jeunes pousses sur une personne âgée, et ils s'étaient aperçus que bah, ça lui avait permis de retrouver une partie de ses fonctions, de sa force. Tout est une question d'information. Je dirais que quelque part, notre univers n'est qu'information. Il n'est qu'information. Et ça, et c'est très, très intéressant à le savoir. Et aussi, comme il est information, on peut penser aussi, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est qu'on peut parler à qui? À notre ADN. Et donc, déjà Hmm. aussi, est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi par rapport à ça? On parlait des ondes, des fréquences, etc. Oui, mais on sait que la parole, les émotions, par exemple, les émotions de joie vont permettre de dilater la double hélice de l'ADN, la haine, etc., va le resserrer. Donc, ça va faire que les gènes vont être plus ou moins faciles et accessibles, etc., etc. Donc, pour moi, la médecine vibratoire, ça va être un grand progrès si on lui laisse un peu de champ à se développer. Alors, j'ai la précision de Lily qui dit oui, donc elle parlait avec appareil. Voilà, Oui, oui. voilà, Tout la à, biorésonance. tout à fait. Tout à fait. Bon, je suis toujours très prudent sur les appareils. Euh, non pas que je suis fermé, mais les appareils sont toujours heureusement, ils deviennent de plus en plus, comment dire, performants et précis un petit peu, parce que euh, c'est un peu pareil que de donner une même fréquence à une pathologie, quel que soit le patient, ça peut être un peu comme quand on donne un même médicament pour tout le monde ne réagira pas pareil. Après ça, il y a des appareils qui sont aussi remarquables, qui vont être capables de repérer dans un champ électromagnétique produit par un individu la partie qui est bonne et puis l'autre partie qui est malade. Et donc, la partie qui est bonne, il l'a renvoyée au patient en la renforçant, pour renforcer son état de santé, etc. La partie qui est malade, eh bien, il le renvoyait, mais inversé, histoire de neutraliser cette. Donc, il y a plein de. Et comme je dis, tout est vibration. Donc, l'organe a une vibration, mais moi, ce que je vois avec les soins énergétiques, c'est que par exemple, si on prend le foie, Oui, même un foie sain, je ne parle pas un oui, foie malade, un foie sain, j'aurais pu prendre n'importe quel organe, peu oui, importe. Eh oui, bien, pour le foie sain, pour tous les individus, oui, tous les humains, ne va pas avoir la même fréquence. oui, Il va y avoir encore des variations, des modifications, des modulations, etc. Donc oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment que ces appareils arrivent à Ouais. à tenir vraiment compte du terrain. Et là, je dirais que je les étudie pas assez pour en avoir, pour dire quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est là le truc, c'est que chacun est unique en fait. Hein. Et tu parlais dans ton livre, donc dans ce que tu dis, le foie, c'est conflit avec la peur de manquer. Donc j'imagine, comment tu as obtenu ces informations sur justement le foie, c'est la peur de manquer?
Oh bah c'est très simple. Moi, j'avais, comme la plupart des gens qui ont fait du biodécodage, à l'époque, j'avais été faire des formations avec le docteur Hammer. Hammer, qui est quelqu'un qui a fait, qui a deux panneaux. Le premier pan, c'est tout ce qui est, je dirais maintenant, ce qui est appelé le décodage biologique, lui qui appelait ça la médecine nouvelle, et il a fait un travail absolument extraordinaire. Oui. Par contre, l'autre pan, c'est qu'il a fait aussi des erreurs extraordinaires qui ont pu être très préjudiciables pour un certain nombre de patients, en ce sens que lui considérait que le choc émotionnel n'était pas le facteur déclenchant, mais qui était la cause, et que quand on connaissait la cause, on avait guéri. Donc déjà, un, c'est pas la cause. Deux, on guérit pas, parce qu'encore faudrait-il qu'il solutionne le conflit. Connaître le conflit n'est pas la solution. Et donc, il a emmené beaucoup de patients à arrêter des traitements conventionnels, etc. Et je pense qu'il a été responsable d'un certain nombre de morts et qu'il a fait de la Ah prison oui, c'est d'ailleurs. des... Donc, ouais, ouais. mais par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est que, et là, tout ce qu'il a montrait, tout ce qui est avec les personnes que j'étais, eh bien, tous ces éléments que je montre sur le tableau sont des éléments qui m'ont été fournis par lui, mais que j'ai vérifié, revérifié auprès de mes patients. Et pourquoi la peur de manquer? Et là aussi, on peut se poser la question, pourquoi la peur de Oui, manquer? Eh bien, tout oui, simplement, il faut bien comprendre qu'on part d'un conflit, par exemple, j'ai peur de manquer d'argent. OK? oui, Euh, le corps, il ne connaît pas ça. oui, Qu'est-ce que c'est l'argent pour lui, surtout si on parle du corps biologique, voire reptilien, etc. Lui, il va comprendre, par contre, peur de manquer de nourriture, par exemple. oui, Il va transposer un conflit, je dirais, d'ordre hémisphérique supérieur, à un conflit d'origine, de base, le peur de manquer non pas d'argent, mais de quoi vivre, etc. Ce qui est un peu vrai, parce qu'en manquant d'argent, on va manquer de quoi vivre et de l'aliments. Donc c'est la peur de manquer. Et pourquoi le foie? Parce qu'en fin de compte, le foie, à ce moment-là, il va se mettre à provoquer des formations tumorales qui serait, je mets ça au conditionnel, parce que c'est une théorie, hein, c'est une théorie explicative, mais elle est intéressante, et c'est que le foie te fabriquerait des tumeurs pour hyper fonctionner, parce que le foie est un grand organe de métabolisation et qui permet de nourrir l'ensemble de l'organisme. Donc ce serait une réaction biologique, je dirais presque reptilienne, qui permettrait de relancer la peur de contrer la peur de mourir en développant oui, l'activité oui, hépatique. Voilà. Donc c'est oui, un peu comme le cancer du sein, où quand ça touche les enfants, selon que c'est à droite ou à gauche, eh bien oui, tumeur serait là pour que la maman fabrique davantage de lait pour nourrir ses enfants, pour ainsi les rendre plus forts face aux problèmes qui pourraient traverser. Donc tout ça sont des explications intéressantes. Je ne dis pas qu'elles ont tort, je ne dis pas qu'elles ont raison, mais moi, ce que je sais, c'est ce que je viens de te montrer, la peur de manquer. Ça peut être la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de travail, ça peut être la peur de manquer de tout. Hein. C'est dans le sens large du terme. Tu nous parles un moment de ce qu'on peut nommer les miracles et les guérisons inattendues. Et justement, il y a encore une question de Sherkan qui dit pour vous, ce qui est appelé miracle médical ou autre, c'est notre conscience qui agit, nos énergies ou plus. Quel est ton avis sur justement cette notion de miracle? Est-ce que c'est justement, comme tu parlais, la boîte de pétri qui communique entre elles? Est-ce qu'il y a une question de Non, enfin, à mon sens, après, ça explique pas forcément tous les miracles, etc. Il faut bien comprendre qu'un surnaturel est toujours un naturel qu'on n'explique pas encore. Hein. oui, 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 Donc, mais c'est pour ça qu'on parle souvent de rémission ou de guérison spontanée, inexpliquée, etc. On ne parle pas en médecine, on ne va pas parler de miracle, mais je pense qu'il serait important de poser la question à la personne de savoir ce qu'elle a fait.
Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Parce que, Oui. bon, elle est suivie par les médecins, ils lui font un traitement, ils sont péjoratifs sur le pronostic, et puis elle arrive, d'un seul coup, pouf, la tumeur a réduit de moitié ou de trois quarts, voire même est disparue. Euh, les médecins vont dire, wow, c'est extraordinaire, faites attention, on va vérifier quand même que ça ne revienne pas malgré tout, c'est histoire de remettre une petite couche de peur, et puis c'est tout. Mais par contre, Oui. qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait au niveau des thérapies, qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de son évolution personnelle, etc., etc. Il y a quelques années, j'avais vu une étude qui avait été lancée sur les gens qui étaient séropositifs. Oui. Séropositifs, donc au sida, mais qui ne tombaient pas malades, qui restaient que Oui. séropositifs, ils ne tombaient pas malades. Et puis ils ont dit, bon, on va s'intéresser à ces gens-là parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne tombent pas Oui. malades, c'est pas logique, etc. Et donc je me dis, génial, génial, il va y avoir une étude là-dessus. On va enfin savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu changer dans leur vie, etc. Et en fait, l'étude, qu'est-ce qu'elle apportait? Elle apportait sur les vraies prises de sang avec les taux de lymphocytes B, T, etc. Ils ont pris des prises de sang pour expliquer. Mais là encore, qu'est-ce qu'elle est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer comment Oui, les causes, ils ont pu mais c'est pas les causes. résister. Mais on n'est Oui. pas dans le pourquoi, parce que Oui. si on écoute beaucoup des personnes qui sont séropositives, ils ont souvent changé de vie, changé de mode de vie, pris une vie plus saine, etc., arrêté les addictions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Après ça, il faut aussi, c'est comme je l'explique, dans le livre, il y a aussi une croyance en sa guérison, de le vouloir, bien sûr, puis croire qu'on va guérir. Et c'est aussi tout un élément positif par rapport à ça. L'état d'esprit, les gens qui sont dans un état d'esprit positif ont plus de chances de guérir que ceux qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que les autres n'auront pas euh, ils vont obligatoirement avoir des problèmes, mais ce sera un petit peu plus peut-être difficile pour eux par rapport à ça, tout en sachant qu'on peut avoir des hauts et des bas. Il faut pas. Quand je disais souvent à mes patients quand ils avaient un cancer et qu'ils étaient déprimés, je leur dis vous avez le droit d'être déprimé, c'est pas un souci. Le problème c'est pas d'être déprimé aujourd'hui, demain, pourquoi pas, mais il faut pas que ça dure quoi. C'est normal d'avoir des coups de mouron. On n'a même pas besoin d'avoir un cancer pour avoir un coup de mouron, hein, donc. Oui. C'est Alors, donc, on est d'accord que le titre du livre, c'est Développer votre pouvoir guérisseur. Je le remonte donc aux éditions Très Daniel. Maintenant, je vais te poser la question. Comment développer son pouvoir guérisseur? c'est pas compliqué, tu lis le bouquin. C'est facile, pirouette, cacahuète. Alors, je vais te lire, écoute, chapeau au mot. Non, mais si tu peux Si tu nous donner veux, un petit peu. comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, le patient est au centre du Oui, traitement. Donc c'est à lui de comprendre, de discuter avec les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est quelle chimio, pourquoi, quelle chance, quels effets secondaires, etc. C'est à lui de comprendre ce qu'on va lui faire et ainsi de mieux participer à ce chemin de guérison. Parce qu'on est tous en train de... Et la première chose, c'est de croire à son traitement, de croire aux médecins qui vont le faire, etc. Parce que c'est déjà, on connaît le placebo, mais il faut flirter avec lui. Il ne faut pas dire on ne sait pas ce que c'est, etc. Non, 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 non. C'est un phénomène qui est responsable de 30 à 60% des effets bénéfiques des remèdes. Il faut flirter avec lui, donc le renforcer en croyant, et le médecin a aussi son rôle à jouer, etc. Donc après ça, il y a une notion de mode de vie, de ça, ce que je vous disais, on ne va pas revenir là-dessus parce on le comprend bien, tout ce qui est mode de vie. Mais là, ce n'est pas le médecin qui peut le faire, c'est vraiment le patient. Parce que d'un côté, il faut manger correctement pour avoir une bonne pour renforcer son corps, son immunité, etc. Mais il ne faut pas peut-être manger n'importe quoi en fonction de la pathologie qu'on présente, etc. On parlait de l'acidose, on peut parler d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, etc. Donc il y a toute une hygiène de vie qu'on connaît. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais après ça, il y a le temps d'après qui va être de travailler plus au niveau déjà
psychologique. Donc, Oui. avec, là, on parlait de la pensée positive, on pensait, il y a des techniques aussi qui permettent de lutter contre le stress, qui vont permettre également d'aider la personne sur la solution des conflits qu'elle a actuellement ou qu'elle a dans le passé qui ne sont pas encore résolus et qui la rongent, etc. Après ça, travailler, essayer de comprendre aussi retrouver le choc émotionnel, retrouver la symbolique, comprendre ce qu'elle veut dire, essayer de commencer à œuvrer dans le sens qu'elle nous indique. Après ça, il y a aussi un travail au niveau énergétique qui peut être très intéressant pour lever les blocages psycho-énergétiques, remonter le niveau vibratoire, parce que plus le niveau vibratoire est bas, plus ça a tendance à nous amener vers la maladie, ou plus exactement, la maladie a tendance à nous amener dans les niveaux vibratoires, et puis plus on a tendance à, et inversement, de monter, ça va nous tendance à nous élever. Après ça, ça va être les pensées de plus en plus positives. Il y a la joie, le bonheur, le plaisir. On a le droit d'avoir des plaisirs, prendre des temps pour être pour soi, pour être actif, pour changer un petit peu sa manière de voir avec des pensées plus de justice, d'intégrité, et puis on peut en monter encore toujours un petit peu le cran, et ça, c'est les meilleures solutions pour élever notre niveau vibratoire, c'est la compassion, l'empathie, puis on peut aller jusqu'à la notion de l'amour, mais l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, etc. Et il y a tout aussi de se poser des questions sur le sens, on a parlé du sens de la maladie, qui est un point important, et de comprendre ce qu'elle est en train de dire pour changer. Et puis d'un autre côté, quel est le sens qu'on va donner à la vie. Et c'est donc, il peut être une recherche spirituelle, parce que l'éveil spirituel, c'est simplement de dire, oui, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière, etc. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de dire, va ma fille, ta foi t'a guéri. Et là, la foi, justement, là, j'ai regardé souvent les miracles relatés par Jésus, et quand on parle de miracles, va de ma fille, ta foi t'a guéri, on voit toujours ça dans un contexte religieux. Donc la foi, c'est tout de suite, immédiatement relié à la foi en Dieu, à la divinité, etc. Oui, C'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est important. Mais, et d'ailleurs, il y a souvent une lâcher prise, les gens qui lâchent prise et qui finissent par s'en remettre au divin, etc. Mais la foi peut être aussi expliquée sur un autre plan. C'est oui. la foi en sa guérison. La Hmm. personne a l'intime conviction qu'elle va guérir. Et beaucoup de miracles, c'était comme cette femme qui se dit, je vais toucher le manteau de Jésus et je sais que je vais guérir. Mais elle savait qu'elle allait guérir. Le fait de toucher au manteau de Jésus n'a fait que lui apporter l'élément final qui l'a fait basculer vers la guérison. Donc c'est pour ça que il faut travailler sur tous les niveaux, et le travail, croire en soi, bien sûr, c'est la base numéro un. C'est pour ça, croire en sa guérison, c'est aussi croire en soi, et commencer par s'aimer aussi. Et là aussi, même par rapport à la maladie, le cancer, on a toujours tendance à considérer comme étant un combat. Je combats la maladie, je combats tout ça. Eh bien, on ne combat rien, on ne va pas se combattre soi-même. Le cancer, la maladie, c'est une partie de moi qui essaie de me expliquer. Alors plutôt que de lui balancer des choses pour essayer de lutter contre elle, et si on travaillait différemment et qu'on lui envoyait de l'amour, de la traiter comme l'enfant qui serait échappé à l'adolescence, faire une fugue, etc., et qu'on lui dit reviens à la maison, t'es le bienvenu, on t'attend, et tu seras, t'inquiète pas, on t'attend avec amour et bienveillance. Et c'est à peu près la même chose, c'est de recréer son unité, ce qui ne veut pas dire, on a par exemple dans le cancer, et là je vais écrire un bouquin et j'en ai parlé dans mon dernier livre sur le cancer, il y a des cellules cancéreuses qui reviennent spontanément à la normale. On a des cellules Hmm. cancéreuses qui reviennent à la normale avec certains remèdes, etc. Donc ça veut dire que c'est possible, même dans le cancer, alors qu'on pensait que ces cellules étaient tellement modifiées, etc., que ce n'était pas possible. Donc elles ne vont pas reprendre un aspect complètement normal, mais elles vont reprendre leur fonction normale au sein de l'organisme. Donc là, il faut faire sauter aussi toutes nos croyances de dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, il y a beaucoup de choses qui m'ont appris
des choses impressionnantes, c'est la sophrologie. Moi, j'ai fait de la sophrologie Oui. pour commencer. On peut parler d'hypnose aujourd'hui, mais on remontait sur on pouvait faire des choses à des personnes d'une manière incroyable, comme on le fait avec l'hypnose au spectacle, où on fait tenir des gens sur raides comme des planches entre deux, on leur met des parpaings entre deux chaises, etc. Des capacités incroyables. Moi, je me rappelle, à l'école où j'étais, on s'amusait à s'exercer les uns sur les autres et on remontait au jour de nos premiers pas. Et donc à 1 an en général. Et on était capable d'expliquer comment on était habillé, ce qu'on avait mangé au petit déjeuner, ce qu'on avait fait dans la journée. Tout est là. On a des capacités extraordinaires et qu'on n'utilise pas. Et ces capacités de pouvoir guérisseur, oui, c'est comme je l'ai dit, le chemin doit être fait par la personne qui est malade, pour aller avec tous les éléments sur tous les plans. Il n'y a pas besoin non plus de se prendre la tête, on fait ça tranquillement, à son rythme, etc. Et tous les remèdes conventionnels qui sont importants, naturels et psychologiques, etc., sont là pour aider la personne sur son chemin de guérison. Et c'est pour ça que dans l'état actuel des choses, la médecine conventionnelle est à mon sens incontournable, parce que de toute façon, elle apporte des solutions dans un certain nombre de... On a des preuves suffisamment étayées, et puis en plus, moi je vois ça aussi avec des personnes qui refusaient par exemple les traitements conventionnels dans un cancer, ça les mettait dans une situation de stress plus qu'autre chose, simplement le fait de refuser. Donc, ce qui n'était pas forcément quelque chose de Mais très bénéfique. il y a pas des conflits, par exemple, tu vois, si tu fais de la radiothérapie et que tu essaies de faire de l'homéopathie en même temps, vu la violence de la radiothérapie ou de la chimiothérapie ou autre, ça peut quand même annihiler tous les effets de la médecine naturelle, de par la Oui, bon. violence des traitements chimiques. De toute façon, moi, je conseille en général de ne pas faire de traitement alternatif en même temps. Pourquoi j'utilise un alternatif naturel? Je n'utilise jamais ce terme-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je n'ai jamais utilisé de médecine naturelle en même temps que des traitements conventionnels, sauf pour aider les traitements conventionnels. Par exemple, on peut donner des traitements naturels pour lutter contre les nausées de la chimiothérapie, contre Voilà, ouais. on peut faire la prière du feu pour lutter contre les brûlures de la radiothérapie, etc. Mais c'est des traitements qu'on va donner pour aider. Et en dehors des traitements conventionnels, on peut se permettre, si le patient le veut, et si moi je travaille toujours en accord dans la mesure du possible avec le médecin ou le cancérologue, etc. Je n'aime pas cacher les choses à qui que ce soit, mais bon, après ça, chacun fait comme il veut. Mais après ça, on peut se permettre de faire un certain nombre de traitements parce que les traitements qu'on pourrait donner en même temps pourraient être pourraient permettre aussi bien de diminuer l'efficacité de ces traitements conventionnels, mais aussi, ça pourrait aussi permettre d'accélérer, d'augmenter leur efficacité et donc peut-être leurs effets négatifs, leurs effets indésirables. Un peu comme on sait par exemple que les oméga 3 vont rendre les cellules, toutes les cellules, parce que les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés et qui sont très utilisés au niveau des membranes cellulaires. Elles les rendent plus poreuses. Mais si ça rend plus poreux, si on donne beaucoup d'oméga 3, ça les rend plus poreuses, ces membranes. Et donc, elles vont être plus sensibles aux chimiothérapies, aux radiothérapies. Donc, pour une même dose, on peut avoir des surdosages ou des surefficacités. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme il n'y a pas d'études là encore de fait sur les associations. Moi je dis, il faut la prudence, primum non nocere. Chacun, un temps laissons la médecine conventionnelle, et après, une fois que la médecine conventionnelle a parlé, a fait son traitement, etc., on peut refaire de l'homéopathie. S'il y a des cures de chimio, je ne dire pas d'une semaine par mois ou de 4 jours par mois, on peut se permettre de faire des traitements naturels entre deux, par contre. D'accord. Et tu sais, tu nous disais tout à l'heure que l'idée, c'est de remonter à la cause, à la véritable cause de la problématique.
toi, tu le fais ou tu le faisais grâce à la sophro, à l'hypnose principalement, ou tu avais d'autres méthodes? Non. On a les moyens de vous faire parler. Donc, non, non, j'avais pas, jamais, parce que remonter sur la problématique avec la sophro ou l'hypnose, et il faut y aller avec les pincettes, hein, parce que si on remonte sur un conflit, il faut vraiment il y a des choses qui sont tellement dures que ça peut réveiller quelque chose qui pourrait être péjoratif, à mon sens, pour la personne. Il faut vraiment être bien carré pour faire ça. Il ne faut pas faire ça par n'importe qui. Et donc, moi, je ne me sentais pas un psychologue, un psychiatre. J'avais un ami psychiatre qui le faisait, mais il était psychiatre. Mais moi, je ne le suis pas et je ne me suis pas permis d'aller là. Par contre, ce que je faisais, c'était rechercher dans la discussion. Dans la discussion, déjà, la symbolique. Rechercher dans les 3 mois ce qui s'est pu se passer avant. Souvent, il y avait des choses assez curieuses, d'ailleurs, assez amusantes. Je me rappelle d'une patiente qui avait un cancer du sein, malheureusement, et moi, je m'assois sur son lit d'hôpital en allant la voir. J'aimais bien rendre visite à mes patients, même quand ils étaient hospitalisés, pour leur faire un petit coucou, ils aimaient bien aussi. Et puis je leur dis, je ne comprends pas votre histoire cancéreuse, parce que normalement, le type de cancer qu'elle avait, ça correspondait non pas aux enfants, mais à un problème avec le conjoint. C'est pas un problème conflit, hein, forcément, ça peut être une anxiété, un souci, etc. Et elle me répond du tac au tac, et c'était très souvent comme ça. Vous avez raison, docteur. J'étais docteur à ce moment-là. Donc, vous avez raison, docteur. Vous êtes la première personne à qui j'en parle, et Dieu sait que c'était très souvent des personnes qui vivaient des choses comme ça et qui ne le disaient à personne, même s'ils étaient en famille. Eh bien, 3 mois avant mon début de mon cancer, il y a eu mon petit ami qui est décédé, et personne ne savait que j'avais un petit ami, et personne n'a bien sûr su que j'avais. Donc, souvent, là, d'un seul coup, et après, il y a des méthodes pour remonter un petit peu, essayer de remonter sur le programmant, parce que c'est le programmant qu'il faut trouver. Parce que et ça, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de thérapies, c'est que on va se travailler sur le choc émotionnel. Waouh, ça y est, je l'ai limité, tout le monde est bien, tout le monde est content. Non, 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 non. Là, c'est des faiseurs de miracles, comme je le dis, c'est des miracles poudre aux yeux. La personne est contente, j'ai plus mon conflit, ça va beaucoup mieux, etc. Ok, mais d'un seul coup, si le programmant n'a pas été solutionné en même temps, ça va revenir. Le problème va revenir sous une forme ou une autre. Et donc, il faut vraiment remonter jusqu'à la cause première pour véritablement faire disparaître. Et si on fait que disparaître le choc émotionnel qui a déclenché le problème, on a solutionné, on a décapité l'iceberg, mais on n'a pas solutionné le problème. Et alors, il y a Soussou qui dit: «J'utilise beaucoup la phytothérapie et la lithothérapie. Est-ce que vous pensez que c'est compatible?» Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, moi je l'utilise souvent aussi. Mais bon, compatible avec quoi? Avec le cancer, je Entre suppose? eux, non, non, entre eux, j'imagine, associer la phyto et la litho, quoi. Ah, associer la phyto et la lithothérapie. Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui. De toute façon, oui, 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 oui. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est important, c'est de rester toujours dans son domaine de compétence, déjà. Après ça, il y a des personnes qui vont venir, et puis on ne sait pas pourquoi, on va lui donner plus, vous donnerez peut-être plus de la phyto, pour d'autres de la litho, et si vous sentez que les deux peuvent convenir, why not? Moi, j'avais mes patients qui venaient me voir, et je leur donnais un traitement conventionnel. Ils avaient une hypertension, un machin, etc. Quand je pouvais pas, j'étais pas arrivé à soigner avec des médecines naturelles, je leur donnais un traitement conventionnel. Mais s'ils avaient d'autres problèmes, une anxiété, un stress, je donnais de l'homéopathie, ou je donnais de la phytothérapie, ou je donnais des oligo-éléments, ou je donnais un petit peu de tout. Et c'était pas un problème d'associer les choses pour essayer de donner. J'essayais toujours de donner des traitements les plus simples possibles, qui posent moins de problèmes à mes patients. Mais Ouais, s'il les y avait moins besoin d'un traitement, intrusifs. voilà, s'il y avait Ouais. besoin d'un traitement conventionnel, je donnais le traitement conventionnel. Ça ne m'a jamais posé de problème, et mes patients l'ont toujours très bien compris. Il y a, allez, on s'approche de la fin, mais il y a Laurence qui nous dit:
et je vais peut-être un peu détourner sa phrase. Vous pouvez nous faire monter les fréquences avec des informations, mais je dirais même, est-ce que tu peux nous, nous faire monter les fréquences tout court, là, dans cet instant, pour nous proposer justement de se mettre dans cet état de joie, de bien-être, de bonheur, de pensée positive. Et je pense que ça pourrait être une petite manière d'aller vers la fin de ce superbe entretien, si tu es... Bah, je vais te dire un petit truc. Je vais te dire un petit truc. Il y a un exercice que j'aime bien faire. Quand je fais Oui, des conférences, etc., c'est un exercice qui se fait à deux personnes qui vont se mettre face à face et une personne qui va envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se ouais, met en restriction, ressent les énergies d'amour et là on les sent fortement, etc. Et puis après ça, on inverse les rôles. Bien, et on s'aperçoit tous les bienfaits que peut apporter l'émission d'amour à la personne qui l'envoie et à la personne qui la reçoit. C'est formidable d'ailleurs. Mais quand je raconte ça, quoi, un peu théoriquement, comme tout de suite, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais comment qu'on fait pour être dans l'amour? Et en fait, quand on est sur le terrain, quand je fais ça en live, en présentiel, etc., tout le monde le fait, mais personne ne m'a posé la question. C'est spontané. C'est quelque chose qui part tout seul. On lance l'amour, on lance la joie, on lance. Et souvent, déjà, c'est quelque chose de très important de capter les énergies. Vous savez, capter les énergies. mmh. Comment qu'on Normalement, la fait communauté, oui. Comment qu'on fait pour capter les énergies? Eh bien, n'oubliez pas un truc pour capter les énergies, c'est de demander à recevoir les énergies, parce que si vous ne demandez pas, vous risquez de les attendre longtemps. Vous demandez à recevoir les énergies arrivent, elles viennent en vous, vous les concentrez au niveau de votre cœur, et à ce moment-là, vous les transmutez en énergie d'amour que vous allez pouvoir vous envoyer à vous-même, que vous allez pouvoir rayonner autour. Et puis aussi, quand vous avez besoin, ben, n'hésitez pas à vous demander. Demandez, c'est toujours le principe est de demander. Demandez d'être dans la joie, demandez d'être dans le bonheur, demandez à trouver le sourire, etc. Et là, vous allez voir, c'est magique. C'est magique déjà parce qu'on nous a tellement bloqué sur cette notion de demander. Et en fait, c'est l'élément clé, c'est de demander. Demander, même demander, par exemple, si vous avez des difficultés à trouver le sens d'une maladie ou des choses comme ça, demandez à ce qu'on vienne vous aider à trouver. Et puis, comme de par hasard, vous allez lire un article, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, bah, tiens, il y a un bon décodeur biologique, etc. Et d'un seul coup, pouf, tout ça Mais il faut demander, rester bien concentré. C'est comme quand vous demandez à recevoir ces énergies de l'univers, l'énergie de la Terre, les énergies divines, si vous voulez, les énergies du monde céleste. Vous les demandez et vous restez concentré sur cette demande. Et donc là, d'un seul coup, pouf, les énergies arrivent sur vous. Mais il faut rester concentré, parce que si vous mettez à penser à autre chose, c'est fini, c'est coupé, il faut recommencer, c'est pas une catastrophe. Hein. Et donc, vous captez, vous recevez. Et après, vous pouvez les transmuter dans votre cœur pour vous les envoyer à vous, parce que vous le valez bien, vous le transmutez même à la maladie, lui envoyer de l'amour, lui envoyer des éléments positifs, et puis envoyez ça autour de vous, à votre famille, à vos enfants, à votre mari, à votre femme, et à vos parents, etc. Et vous verrez comment ce simple petit truc vous fera du bien à vous en tant que récepteur, mais aussi en tant qu'émetteur. C'est magique. Ah, merci Luc, c'est génial. Eh ben écoute, il y a encore un peu des petites questions, mais je crois qu'on a quand même fait le tour. En tout cas, c'est vraiment un gros boulot que tu as fait de tout rassembler dans un seul et même ouvrage. Et donc, je remonte, en tout cas, développer votre pouvoir guérisseur aux éditions Très Daniel. Et Oui, oui, je t'écoute. Oui, oui, mais j'ajouterais aussi que ce livre, bien sûr, énonce un certain nombre de choses, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas moi qui les ai inventées. C'est-à-dire que dans ce livre, tu as dû remarquer un grand nombre de références scientifiques, médicales, oui,
qui appuient les dires. Parce que de dire faut être optimiste, faut être dans la joie, etc. Oui, c'est gentil, Luc, on est tranquille. Mais d'un seul coup, je montre des études, des recherches qui Oui. ont montré, qui ont démontré qu'en effet, ça a été bon pour la santé, pour la longévité, etc. Donc c'est pas des, moi j'ai voulu, je veux pas, j'ai pas envie d'emmener des personnes sur des chemins, des élucubrations, etc. Et donc j'ai voulu vraiment quelque chose qui soit appuyé sur la preuve, appuyé sur les sciences, appuyé sur des études et qui permettent d'avancer sur ce chemin sur des choses qui sont vraiment positives et qui nous donnent une bonne assise. Et c'est ça. Et c'est pour ça que c'était un travail de bénédictin aussi d'écrire toutes ces références. Je ne sais même pas, il doit y en avoir dans les 300 ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Eh bien, écoute, c'était encore une fois un véritable plaisir d'échanger avec toi. Écoute, j'ai hâte que tu ressortes un bouquin pour qu'on puisse te réinviter, mais en tout cas. Ah, je peux te dire quel sera le prochain. Ah, vas-y, dis-moi. Alors, ce ne sera pas un livre exactement, ce sera un coffret avec des fiches et un coffret pour faire des soins énergétiques sur les animaux. Oh! Voilà. Et ça va bientôt sortir, du coup? Ah bah attends, là, je viens de le finir de l'écrire, il faut les Ah, illustrations. d'accord. T'es dur en affaires, toi. C'est du boulot, hein, parce que Tu sais, notre génération, on veut tout de suite. C'est ça. ouais. C'est comme ça, on est des éternels pressés. En tout cas, ben, écoute, merci infiniment. Je vous conseille vraiment, en tout cas, de vous le procurer par tous les réseaux habituels, hein, j'imagine. On peut aussi le commander via ton site internet que j'ai mis en description, j'imagine. Tout à fait, tout à Et fait. voilà, et via les éditions. Sinon, bah, vous pouvez aussi passer par les éditeurs, ça les aide. Et sinon, bah, par vos réseaux traditionnels habituels. Et ben, écoute, merci infiniment, Luc. Merci à toutes celles et à tous ceux bah, qui étaient là en direct. Et bien évidemment, à tous ceux qui n'auront pas eu la chance ben, de t'avoir en live, mais qui quand même vont pouvoir récupérer toutes ces magnifiques informations. En tout cas, ben, voilà, ben, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Continue à œuvrer parce que pour le coup, tu fais partie des piliers en France, en tout cas, dont on a besoin pour ben, c'est bien de t'avoir en vrai. C'est rassurant de se dire, ben voilà, quoi qu'il se passe, on a Luc. Et Luc, il fait le taf. Et Oui, quelque part, il est en première ligne et c'est bien, quoi. non, j'ai pas l'impression d'être en première ligne de quoi que ce soit. Comme je te dis, je suis ma voix tout simplement et je me suis jamais posé de questions. Il y a des choses qui bougent, qui changent comme ça. Mais c'est vrai que ce livre est un livre de synthèse par rapport à toutes ces années que j'ai pu compiler. Et c'est vraiment un livre où il y a un maximum d'informations de ces 25 années où j'ai fait plein de formations. Après ça, toute l'évolution que j'ai pu faire. Mais tout ça, ça se fait d'une manière naturelle. Et vous savez, ce qui est important, c'est toujours, même si de temps en temps, j'en ai marre d'être 7 sur 7 ou 24 sur 24 dans le boulot, mais il y a des fois, c'est toujours le plaisir. Hein. C'est quand on fait quelque chose qui nous plaît, on ne se pose pas de questions. Et puis, je sais aussi que là-haut, ils sont là, ils sont merveilleux, ils nous aident, il suffit de leur demander, ils nous accompagnent. Il y a même des fois, j'écris un bouquin et puis je le relis après quelques passages, je me dis, mais oh là, oh, c'est bien Qu'est-ce que j'ai écrit. écrit? Ouais, Oh, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est bon? c'est moi qui ai écrit ça. Ah, l'auteur, il déchire, là. Oh, il est bien, mais merci l'inspiration. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, en tout cas, on croise les doigts pour que cette inspiration continue à, à te donner des éclairs de génie. Et puis, en tout cas, ben, tu fais partie de mes intervenants préférés. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ton approche, ta simplicité, ta proximité. Enfin, voilà. Je peux vous assurer que Luc fait partie de ces gens qui est pareil à l'antenne que hors antenne. Et je peux vous assurer que c'est pas le cas de tous les intervenants que je reçois. Donc, en tout cas, ton authenticité est réelle et je peux en attester. Et vous avez vu, je le fais pas souvent. Donc voilà. Merci en tout cas, Luc. Merci infiniment. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain pour une autre émission sur un com à la maison sur Rayonnance TV. Et puis, je vous dis à tout vite. Et puis, à bientôt, Luc. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.